La nuit où j'ai perdu mon emploi, ma mère ne m'a pas offert d'étreinte. Mon père ne m'a pas offert de conseils. À la place, ma jeune sœur a hurlé à plein poumon, exigeant de savoir qui allait payer le prêt mensuel de $800 pour son SUV de luxe. Mon père est monté à l'étage, a fait mes valises et m'a dit de partir parce que ma sœur avait besoin de ma chambre pour un bureau à domicile. Ils m'ont jeté dehors dans la rue froide avec rien d'autre qu'une valise. Je n'ai pas versé une seule larme et je n'ai pas discuté. J'ai simplement marché dehors dans la nuit. Ce que ma famille ingrate ne savait pas, c'est que le toit au-dessus de leur tête m'appartenait légalement. L'actif de $2 millions qu'ils pensaient être le leur était entièrement à mon nom et leur décision cruelle ce soir-là allait leur coûter absolument tout. Avant de continuer cette histoire, veuillez me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous avez déjà dû couper les liens avec des membres toxiques de la famille qui ne vous aimaient que pour ce que vous pouviez leur fournir. Croyez-moi, vous voudrez entendre exactement comment cette vengeance se déroule. Je m'appelle Sydney et j'ai 29 ans. C'était un dimanche soir et l'odeur du poulet frit célèbre de ma mère Brenda et des légumes verts à feuilles cola remplissait la maison. Pour quiconque regardant par la fenêtre avant, nous avions l'air de la famille afro-américaine parfaite et réussie. Mon père Calvin était diacre dans notre église et obsédé par l'image de notre famille. Ma sœur de 26 ans, Vanessa, était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Nous étions tous rassemblés dans le salon après le dîner. Mes mains tremblaient légèrement alors que je me tenais près de la cheminée. Je venais de rentrer en voiture d'une réunion obligatoire du week-end où mon bureau d'entreprise avait annoncé des licenciements massifs. Mon poste dans le département de la logistique de la chaîne d'approvisionnement avait été supprimé avec effet immédiat. J'ai pris une profonde inspiration en regardant les 3 personnes qui étaient censées être mon système de soutien. J'ai éclairci ma gorge et je leur ai annoncé la nouvelle. J'ai expliqué que mon département avait été fermé et que j'étais officiellement sans emploi. Je m'attendais au moins à un moment de choc ou peut-être à un mot de réconfort. À la place, la pièce est tombée complètement silencieuse pendant environ 5 secondes. Puis, Vanessa a claqué son verre en cristal de designer sur la table basse si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Son visage s'est tordu de pure colère alors qu'elle se levait et pointait un doigt manucuré vers moi. Elle n'a pas demandé si j'avais une indemnité de licenciement. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a hurlé, demandant comment je pouvais être si irresponsable. Elle a exigé de savoir qui allait payer la note de voiture de $800 sur son Range Rover blanc maintenant que j'étais au chômage. Je l'ai fixé dans un absolu incrédulité. J'avais payé pour son véhicule de luxe pendant 2 ans parce qu'elle avait convaincu nos parents qu'elle avait besoin d'une voiture sûre pour correspondre à son statut social. J'ai regardé vers ma mère, Brenda, m'attendant à ce qu'elle réprimande Vanessa pour être si incroyablement égoïste. À la place, ma mère a soupiré lourdement, se frottant les tempes comme si je venais de l'incommoder profondément. Brenda m'a regardé avec des yeux froids et déçus. Elle m'a dit que Vanessa avait raison d'être stressée. Ma mère a dit que Vanessa et son mari, Tran, traversaient une période cruciale en ce moment parce que Tran lançait sa start-up de finance. Elle a dit, j'étais incroyablement égoïste de faire tomber ce genre d'énergie négative sur la famille un dimanche soir. Mon père, Calvin, s'est levé de son fauteuil inclinable en cuir et a ajusté sa montre coûteuse. Il m'a regardé avec le même dédain qu'il m'avait montré depuis que j'étais adolescente. Il m'a dit que c'était exactement ce qui arrivait quand les gens étaient paresseux. Il a dit que je passais trop de temps caché derrière un écran d'ordinateur à prétendre travailler pendant que des gens comme ma sœur et son mari étaient dans le monde à créer de vraies connexions. Il a dit, mon manque d'ambition m'avait enfin rattrapé, et c'était embarrassant pour le nom de la famille. Je voulais hurler. Je voulais rire à sa face. Tran était un homme de 30 ans au chômage qui passait ses journées à prétendre être un investisseur en crypto-monnaie tout en vidant secrètement ma sœur de l'allocation que je lui donnais. Mais aux yeux de mon père, Tran était un génie financier simplement parce qu'il s'habillait bien et parlait avec une confiance non méritée. Vanessa a commencé à forcer de fausses larmes sur ses joues, jouant parfaitement la victime. Elle a pleuré auprès de mes parents, disant que ses amis au country club se moqueraient d'elle si sa voiture était saisie. Elle a sangloté à propos de la dureté de sa vie et de la façon dont j'essayais intentionnellement de ruiner son mariage en coupant son soutien financier. Mes parents se sont immédiatement précipités à ses côtés. Brenda lui a frotté le dos, murmurant que tout irait bien et qu'il ne me laisserait pas ruiner sa vie. Je me tenais entièrement seul de l'autre côté de la pièce à regarder cette performance bizarre. Calvin s'est retourné vers moi avec une expression dure.
Il a dit que puisque je n'étais plus un membre contribuant à la société, je n'avais aucun droit d'occuper la grande chambre d'amis à l'étage. Il m'a dit que Vanessa et Tran avaient besoin de cet espace pour agrandir le bureau à domicile de Tran pour sa start-up. Mon père a pointé vers la porte d'entrée et m'a dit que j'avais exactement 1 heure pour monter à l'étage, faire mes affaires et sortir de sa maison. Il a dit que la famille n'avait pas les ressources pour soutenir une ratée de 29 ans. L'audace pure de ces mots a résonné dans mon esprit. Sa maison. Il l'a appelée sa maison. J'ai regardé le tapis importé, les meubles coûteux et les appareils électroménagers modernes de la cuisine. Chaque article dans cette maison avait été payé avec mon argent. Il y a 4 ans, quand Calvin a secrètement perdu ses économies au jeu et a fait face à une saisie, j'ai discrètement créé une société à responsabilité limitée et j'ai acheté la propriété à la banque pour les sauver de l'humiliation publique à l'église. Je leur ai permis de vivre ici sans loyer afin qu'ils puissent conserver leur précieuse fierté. Et maintenant ils me mettaient dehors de ma propre propriété pour faire de la place aux maris paresseux de ma sœur. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas dit la vérité. J'ai simplement hoché la tête, me suis retourné et j'ai monté les escaliers en bois dur pour faire mes valises. Chaque pas que je faisais semblait plus léger au lieu d'être plus lourd. Le lourd fardeau de porter cette famille ingrate se soulevait enfin de mes épaules. J'ai pris ma valise et l'ai remplie avec mes vêtements, mon ordinateur portable et mes documents les plus importants. J'ai jeté un dernier regard autour de la belle chambre que j'avais complètement rénovée avec mes propres primes durement gagnées. La trahison émotionnelle était absolue et complète. Ils avaient activement priorisé le faux style de vie de luxe de ma sœur par rapport à ma survie et mon bien-être de base. En fermant ma valise, j'ai réalisé que je ne ressentais plus aucune loyauté envers ces personnes. Ils avaient fait leur choix, choisissant une voiture brillante et une start-up de finances imaginaires plutôt que leur propre chair et sang. J'ai pris mon téléphone et me suis préparé à redescendre. Ils voulaient que je sorte de leur maison. J'étais plus que heureuse d'obliger parce que demain matin, cette maison ne serait plus un havre de paix pour aucun d'eux. Je suis redescendu par les escaliers en bois dur en portant ma valise. Mais ma famille n'en avait pas encore fini avec moi. Tran se tenait au bas des escaliers, bloquant mon chemin vers la porte d'entrée. Il portait son gilet en polaire signature sur une chemise à boutons de designer, un look entièrement financé par l'allocation que je donnais secrètement à ma sœur. Tran adorait toujours jouer le sauveur blanc dans notre famille noire. Il aimait nous faire la leçon sur la richesse générationnelle et la littératie financière tout en vivant sans loyer sous un toit qu'il supposait appartenir à mon père. Il a croisé les bras sur sa poitrine et m'a adressé un sourire condescendant qui a fait bouillir mon sang. Il m'a dit que je devais considérer la perte de mon emploi comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un échec. Il a utilisé des mots à la mode qu'il avait lus sur des forums internet en me disant que l'Amérique des entreprises était conçue pour garder les gens pauvres et que mon manque de hustle était la raison pour laquelle j'étais la première à être coupée de la paix. Il a réellement dit que les gens qui pointent et dépointent simplement n'apportent pas de vraie valeur sur le marché. Il m'a suggéré de lire quelques livres de développement personnel sur l'état d'esprit entrepreneurial pendant que je cherchais un nouvel emploi. Il m'a tapoté l'épaule et a dit qu'il était temps pour moi d'arrêter d'être paresseuse et de commencer à construire une marque personnelle comme il le faisait avec sa start-up de crypto-monnaie. Je l'ai fixé d'un regard vide. Sa fausse start-up n'avait pas généré un seul dollar en 2 ans, mais mes parents le traitaient comme un génie de Wall Street simplement à cause de la façon confiante dont il parlait et de la couleur de sa peau. Avant que je puisse passer devant lui, mon père Calvin est entré dans le couloir. Il tenait un gros rouleau de sac poubelle noir robuste. Il a jeté le rouleau sur le sol juste à mes pieds. Le plastique lourd a heurté le bois dur avec un bruit sourd. Calvin a pointé un doigt raide vers mon visage et m'a dit qu'une valise ne suffirait pas. Il a dit que si Vanessa et Tran allaient utiliser ma chambre pour un bureau à domicile, ils avaient besoin d'une ardoise complètement vierge. Il m'a ordonné de remonter à l'étage et de mettre en sac chaque morceau de vêtement, chaque livre et chaque objet personnel que je possédais. Il m'a dit que tout ce qui resterait dans cette chambre à minuit serait jeté sur l'allée avec le reste des ordures. Mon propre père m'a regardé avec un mépris si profond que cela m'a physiquement coupé le souffle. Il me jetait dehors dans la rue pour faire de la place à un homme qui n'avait absolument rien contribué à notre famille. Vanessa est montée derrière Tran et a regardé par-dessus son épaule. Elle faisait défiler son téléphone, ne prenant même pas la peine de me regarder dans les yeux. Elle a tendu la main avec la paume vers le haut et a claqué des doigts impatiemment. Elle a exigé les clés du Range Rover blanc garé dans l'allée. Elle a dit que puisque j'étais officiellement au chômage, je n'avais nulle part où aller et aucun besoin d'un véhicule de luxe.
Elle a pleurniché auprès de nos parents en disant que c'était essentiellement sa voiture de toute façon parce qu'elle la conduisait au country club et à ses rendez-vous de brunch chaque week-end. Elle a dit que ce serait incroyablement embarrassant pour sa réputation si elle devait commencer à prendre un Uber ou à conduire la vieille berline de mon père. Elle m'a dit de lui remettre les clés immédiatement avant de partir. L'audace pure de sa demande était stupéfiante. Le véhicule était légalement enregistré à mon nom. Le prêt auto était à mon nom. La police d'assurance était à mon nom. C'était moi qui faisais le paiement de $800 le premier de chaque mois pour qu'elle puisse prétendre être une femme au foyer riche. Mais je savais qu'argumenter avec eux maintenant ne ferait que retarder mon plan ultime. J'ai glissé la main dans la poche avant de ma veste et en ai sorti le lourd porte-clés en argent. Je l'ai placé directement dans la main ouverte de Vanessa. Elle n'a pas dit merci. Elle s'est immédiatement retournée et a commencé à se plaindre auprès de Tran de la façon dont mon drame ruinait son dimanche soir. Je me suis baissé et j'ai ramassé le rouleau de sac poubelle noir. Je suis remonté à l'étage pendant qu'il retournait dans le salon pour regarder la télévision. J'ai avancé méthodiquement dans ma chambre. Je n'ai pas tout emballé. J'ai seulement emballé les choses qui comptaient vraiment pour moi. J'ai laissé les rideaux personnalisés coûteux que j'avais achetés. J'ai laissé le matelas haut de gamme et le tapis importé. J'ai fourré mes vêtements restants dans les sacs noirs. Pendant tout le temps où j'emballais, personne n'est monté à l'étage pour vérifier comment j'allais. Ma mère n'est pas venue demander où je dormirais. Mon père n'est pas venu m'aider à porter les sacs lourds. J'étais complètement invisible pour eux à moins que j'écrive un chèque. 1 heure plus tard, j'ai traîné 3 lourds sacs poubelles noirs et ma valise en bas des escaliers. Tran se tenait à nouveau près de la porte d'entrée. Il a eu l'audace d'ouvrir la porte pour moi, prétendant être un gentleman. Il m'a dit de garder la tête haute et m'a suggéré de chercher un emploi de vente au détail au centre commercial pour m'occuper pendant que je remettais ma vie en ordre. Je suis passé devant lui sans dire un seul mot. L'air frais de la nuit a frappé mon visage alors que je traînais mes affaires dans l'allée. Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé en arrière la vaste maison en briques. Elle avait l'air si chaude et accueillante de l'extérieur. Je pouvais voir ma famille rire à travers les grandes fenêtres du salon. Ils pensaient qu'ils s'étaient enfin débarrassés de leur fille paresseuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé une voiture premium pour me conduire à un hôtel du centre-ville. Puis j'ai ouvert mes messages et trouvé le contact de mon avocat immobilier. Son nom était Rachel et elle était la seule personne qui connaissait la vérité. J'ai tapé une seule phrase. Déclencher la clause et révoquer toutes les autorisations. J'ai appuyé sur envoyer. La clause 4 était une disposition spéciale dans l'accord d'exploitation d'Apex Holdings, la société à responsabilité limitée que j'avais utilisée pour acheter la maison il y a 4 ans quand mon père avait secrètement mis la famille en faillite. Elle terminait immédiatement tout accord de location informel. Elle signalait aussi mes comptes bancaires connectés, gelant les cartes de crédit que j'autorisais Vanessa à utiliser. Je suis monté à l'arrière de la voiture noire qui s'est arrêtée au bord du trottoir. Le chauffeur, un homme plus âgé aux yeux gentils, m'a regardé dans le rétroviseur. Il m'a demandé si j'allais bien et s'il avait besoin de m'aider avec mes sacs. Sa simple gentillesse a presque fait monter les larmes à mes yeux parce que c'était plus de compassion que ma propre famille ne m'en avait montré toute la nuit. Je l'ai remercié et lui ai dit que j'allais parfaitement bien. J'ai protégé leur fierté au détriment de ma propre paix pendant des années. Mais ce soir, ils ont prouvé qu'ils ne méritaient pas ma protection. Le message que j'avais envoyé à mon avocat était déjà en mouvement. La bouée de sauvetage financière à laquelle il s'était si habitué était officiellement coupée. J'ai regardé ma maison disparaître au loin pendant que nous roulions. Ils avaient exigé les clés du Range Rover, mais ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de prendre les clés de toute leur vie. La voiture a roulé dans les rues calmes des banlieues. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide de la fenêtre, regardant le quartier familier s'estomper dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré dans ma main, brisant le silence. C'était Rachel, mon avocat immobilier, qui me rappelait moins de 5 minutes après que j'ai envoyé le message texte. J'ai répondu à l'appel et tenu le téléphone à mon oreille. Rachel semblait bien réveillée malgré l'heure tardive. Elle m'a demandé si j'étais absolument sûr de vouloir déclencher la clause 4. Je lui ai dit que je n'avais jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans toute ma vie. Rachel a laissé échapper un lourd soupir dans le récepteur. Elle m'a rappelé que déclencher cette clause spécifique dans l'accord d'exploitation d'Apex Holdings gèlerait instantanément tous les comptes de crédit supplémentaires liés au trust de la société.
Elle m'a aussi rappelé que cela terminerait légalement l'accord de location informel que j'avais établi pour mes parents. Je lui ai dit que c'était exactement ce que je voulais. J'ai expliqué que mon père venait de m'ordonner de faire mes valises et de quitter les lieux afin que ma sœur et son mari blanc au chômage puissent avoir un plus grand bureau à domicile. Rachel est restée silencieuse pendant quelques secondes. Quand elle a finalement parlé, sa voix était épaisse d'incrédulité. Elle a demandé si mon père m'avait vraiment mise dehors de la même maison que j'avais achetée lors d'une vente aux enchères de saisie il y a 4 ans pour le sauver d'être sans abri. J'ai dit, oui, il l'a fait. J'ai rappelé à Rachel comment nous nous étions dépêchés de former la société à responsabilité limitée en secret juste quelques jours avant que la banque ne saisisse publiquement la propriété en raison de ses énormes dettes de jeux cachés. J'avais vidé mes propres économies et utilisé mes primes de carrière tech précoce pour acheter l'acte en espèces. J'avais tout fait sous le nom de la société afin que mon père Calvin puisse maintenir sa précieuse fierté et sa réputation intouchable à notre église. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune idée que la maison dans laquelle ils étaient assis se trouvait sur un énorme double lot qui avait été récemment rezonné pour un usage commercial. Je lui ai rappelé l'offre de 2,7 millions de dollars qu'Apex Holdings avait reçue d'un promoteur commercial de luxe le mois dernier. J'avais retardé la signature de l'accord de vente parce que je ne voulais pas déplacer mes parents. J'étais prête à renoncer à des millions de dollars juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Mais ce soir ils ont rendu la décision très facile pour moi. Rachel a accepté et a dit qu'elle préparerait les documents de vente finaux pour ma signature dès le lendemain matin. Rachel m'a dit que leur comportement était la trahison ultime. Elle a dit qu'elle se connectait au portail bancaire en ce moment pour bloquer les cartes de crédit platine que j'avais émises à Vanessa. Je lui ai dit de préparer aussi l'avis de départ de 30 jours et de le faire prêter à servir à mes parents. Rachel a promis que les documents légaux seraient à toute épreuve. Nous avons terminé l'appel et j'ai posé mon téléphone sur le siège en cuir à côté de moi. Le chauffeur plus âgé s'est éclairci doucement la gorge. Il a gardé les yeux sur la route sombre devant lui, mais a parlé d'une voix douce et profonde. Il a dit qu'il ne voulait pas écouter aux portes, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'entendre la conversation. Il m'a dit que son nom était Marcus, et qu'il avait vu beaucoup de choses dans ses 60 années de vie. Il a dit qu'il avait vu des familles se déchirer pour de l'argent, mais mettre dehors le véritable propriétaire de leur propre maison était un tout nouveau niveau de manque de respect. J'ai regardé Marcus dans le rétroviseur et lui ai offert un sourire fatigué. Je lui ai dit que j'avais passé toute ma vie adulte à essayer d'acheter leur amour et leur approbation. J'ai expliqué comment ma sœur Vanessa obtenait tout ce qu'elle voulait pendant que j'étais traité comme un distributeur automatique qui ne nécessitait aucun entretien. Marcus a hoché lentement la tête en tournant le volant. Il m'a dit que certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Il a dit, ma famille s'était tellement habituée aux privilèges que je fournissais discrètement qu'ils ont commencé à croire qu'ils les avaient gagnés par eux-mêmes. Il a dit, le problème avec la construction d'un filet de sécurité confortable pour des personnes ingrates est qu'elles finissent par oublier qui a tissé le filet en premier lieu. Ces mots m'ont frappé en pleine poitrine parce qu'ils étaient absolument vrais. Mes parents et ma sœur croyaient sincèrement que leur style de vie de classe moyenne supérieure était le résultat de leur propre supériorité. Ils avaient complètement effacé le souvenir de moi les sortant de la ruine financière. Ils s'étaient convaincus que Tran était le vrai génie financier de la famille. Même si sa start-up de crypto était un énorme gouffre de dettes, j'ai regardé les lumières de la ville devenir plus brillantes pendant que nous approchions du quartier du centre-ville. J'ai dit à Marcus que ce soir était la dernière fois qu'il me manquerait de respect. Je lui ai dit qu'ils avaient exigé les clés de mon Range Rover afin que ma sœur puisse conduire à son brunch chic demain matin sans se sentir embarrassée. Marcus a laissé échapper un profond rire qui a rempli la voiture calme. Il m'a demandé ce qu'elle allait faire quand elle essaierait de payer ses mimosas coûteux avec une carte de crédit gelée. J'ai souri sincèrement pour la première fois de toute la soirée. Je lui ai dit qu'elle allait apprendre une leçon très dure sur l'indépendance financière. Le véhicule noir s'est arrêté à l'entrée grandiose d'un hôtel de luxe du centre-ville. Le voiturier s'est précipité pour ouvrir ma portière. Marcus a mis la voiture au point mort et s'est retourné pour me regarder directement. Il m'a dit de garder la tête haute et de ne jamais regarder en arrière les gens qui n'aimaient que mon portefeuille. Je l'ai remercié pour sa sagesse et lui ai remis un généreux pourboire en espèces. J'ai pris ma valise et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le hall de l'hôtel était lumineux et sentait les lys frais. Je me suis approché du comptoir avant en marbre et j'ai réservé leur meilleure suite exécutive pour les 2 prochaines semaines. J'ai remis ma lourde carte métallique d'entreprise au réceptionniste, celle attachée à ma véritable société de logiciels que ma famille ne connaissait pas.
La transaction a été approuvée instantanément. J'ai pris la clé de ma chambre et suis monté dans l'ascenseur en verre jusqu'au dernier étage. Quand je suis entré dans la suite, j'ai laissé tomber mes sacs sur la moquette moelleuse. Je me suis approché des fenêtres du sol au plafond et j'ai regardé le skyline de la ville scintillante. J'ai ressenti un sentiment écrasant de paix envahir mon corps fatigué. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter de payer les factures de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à écouter Tran faire des commentaires passifs-agressifs sur mon éthique de travail. Je n'avais pas à regarder ma mère dorloter Vanessa tout en ignorant mon existence même. Il pensait avoir jeté une ratée ce soir. Il n'avait aucune idée qu'il venait de couper la seule bouée de sauvetage qui les empêchait d'un effondrement financier total. J'ai tiré les lourds rideaux occultants et suis monté dans l'énorme lit king size. Demain allait être une journée très difficile pour Vanessa et j'avais l'intention d'être complètement reposé pour cela. Le soleil du matin a traversé les fenêtres du sol au plafond de ma suite d'hôtel, me réveillant naturellement pour la première fois depuis des années. Il n'y avait pas de réveil qui sonnait. Il n'y avait pas de bruit de Vanessa se plaignant que l'eau chaude était épuisée. J'ai étiré mes bras et me suis enfoncé plus profondément dans les draps blancs moelleux. Mon téléphone reposait sur la table de nuit en marbre et l'écran s'est allumé avec une notification. C'était un bref message de mon avocat, Rachel, confirmant que le gel bancaire était pleinement actif sur tous les comptes secondaires. Elle a aussi noté que les documents d'expulsion étaient officiellement en cours de livraison. J'ai souri et commandé un énorme petit déjeuner en room service, me sentant complètement libéré. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vanessa vivait dans une réalité complètement différente. Il était 11 h du matin un lundi. Pendant que la plupart des gens étaient au travail, ma sœur était assise sur la terrasse extérieure d'un bistrot français haut de gamme. Elle tenait toujours court à ce restaurant particulier avec ses deux meilleures amies qui étaient tout aussi privilégiées et obsédées par l'image qu'elle. Je pouvais imaginer la scène parfaitement parce que je l'avais payée des centaines de fois. Elle porterait ses lunettes de soleil de designer surdimensionnées, sirotant un mimosa de 20 $ et picorant une assiette de pâtisseries importées. Elle se vanterait bruyamment auprès de ses amis de Tran et de sa start-up de finance imaginaire, s'assurant que les tables voisines puissent l'entendre. Elle adorait peindre le tableau d'une jeune épouse riche soutenue par un mari brillant. La vérité était sur le point de s'abattre sur elle très publiquement. Mon plateau de room service venait d'arriver avec du café frais et des œufs quand mon téléphone a commencé à sonner. L'identifiant de l'appelant a affiché Vanessa avec une photo d'elle faisant la moue devant une caméra. J'ai pris une lente gorgée de mon café chaud, le laissant sonner 3 fois avant de finalement glisser pour répondre. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour avant que sa voix stridente ne perce à travers le haut-parleur. Elle était absolument hystérique, respirant lourdement et parlant dans un murmure paniqué qu'elle voulait clairement garder caché à ses amis. Elle a exigé de savoir ce qui n'allait pas avec mon compte bancaire. Elle a dit qu'elle venait d'essayer de payer la facture de 300 $ pour la table, et le serveur lui a rendu sa carte platine en disant qu'elle était refusée. Elle a dit que le serveur l'avait annoncé assez fort pour que toute la terrasse entende, et que ses amis la fixaient. Elle m'a dit que je devais appeler la banque et corriger l'alerte de fraude immédiatement parce que je l'embarrassais. Je me suis appuyé contre la tête de lit de mon lit king size, équilibrant ma tasse de café sur mon genou. J'ai écouté son bavardage sur le manque de respect du personnel du restaurant et sur la façon dont elle allait laisser un terrible avis. Elle n'a jamais une fois considéré que l'argent était réellement parti. Son ego l'a protégée complètement de la réalité de sa situation. Elle a simplement supposé que j'avais oublié de transférer des fonds de mes économies ou qu'une fonction de sécurité s'était déclenchée. Elle m'a ordonné de transférer 500 $ sur son portefeuille numérique tout de suite afin qu'elle puisse laisser un gros pourboire et sauver la face. J'ai laissé finir ses demandes frénétiques. Le silence de mon côté de la ligne l'a forcée à arrêter de parler. Elle a demandé si j'étais toujours là et sa voix tremblait de colère. J'ai parlé très doucement et uniformément, m'assurant que chaque mot atterrissait avec une précision parfaite. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'alerte de fraude et pas d'erreur bancaire. Je lui ai rappelé que la carte platine dans sa main était légalement liée à mon compte de trust d'entreprise. Je lui ai dit que puisque mon père m'avait mise dehors de la maison hier soir, j'avais décidé qu'il était temps de couper toutes les dépenses inutiles. Vanessa a haleté bruyamment dans le téléphone. Elle a commencé à pleurer, mais cette fois les larmes n'étaient pas fausses. Elles étaient nées d'une pure panique. Elle m'a supplié de ne pas lui faire ça pendant qu'elle était dehors avec ses amis. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autre carte pour mettre la facture et que son compte courant n'avait que 14 $ dedans.
Elle a dit que ses amis penseraient qu'elle était fauchée et que cela ruinerait son statut social au country club. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié pour elle. Je lui ai rappelé les mots exacts qu'elle m'avait dit il y a moins de 12 heures. Je lui ai demandé comment elle pouvait être si irresponsable d'aller dans un bistrot français coûteux sans avoir son propre argent. Elle a essayé de me hurler dessus à nouveau, mais je l'ai coupée. Je lui ai dit qu'elle était une femme mariée avec un génie financier pour mari. Je lui ai suggéré d'appeler Tran et de lui faire puiser dans sa fortune massive en crypto-monnaie pour payer son toast à l'avocat et son champagne. Je lui ai dit que j'étais au chômage, tu te souviens? Avant qu'elle ne puisse hurler un autre mot, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai mis fin à l'appel. Je suis immédiatement allé dans mes paramètres et j'ai bloqué son numéro. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai pris une autre bouchée de mon petit déjeuner. C'était le repas le plus délicieux que j'avais jamais goûté. Je savais exactement ce qui se passait au bistrot à ce moment-là. Vanessa fixait son écran de téléphone vide, hyperventilant. Elle allait devoir retourner à sa table et admettre à ses amis riches que sa carte avait été refusée. Elle essaierait probablement de mentir et de dire que la banque l'avait gelée pour une activité suspecte, mais l'humiliation serait toujours là. Elle serait forcée de demander à ses amis de couvrir sa part de la facture, ou elle devrait appeler Tran pour venir la sauver. Dans tous les cas, la façade parfaite qu'elle avait passé des années à construire avec mon argent commençait à craquer. Son ego ne lui permettrait jamais d'accepter quel était le problème. Elle me blâmerait. Elle dirait à ses amis que sa sœur aînée jalouse essayait de ruiner sa vie par pure méchanceté. Elle courait en pleurant vers nos parents et ils alimenteraient son délire. Ils la réconforteraient et lui diraient que j'agissais simplement parce que j'étais une ratée. Ils se rassembleraient tous dans le salon de ma maison complètement inconscients que le vrai cauchemar n'avait même pas encore commencé. La carte de crédit n'était que le premier coup de semonce. J'ai pensé à ma mère, Brenda, et à la façon dont elle réagirait quand Vanessa rentrerait en pleurant à propos du désastre du brunch. Brenda préparerait probablement une tasse de thé et frotterait l'épaule de Vanessa, lui disant que j'étais simplement dans une phase amère. Mon père, Calvin, s'assiérait dans son fauteuil en cuir et secouerait la tête, parlant de la façon dont j'étais ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ils se rassureraient mutuellement que me mettre dehors était la bonne décision. Ils se convaincraient que je reviendrais dans quelques jours, suppliant leur pardon et offrant de rallumer les cartes de crédit. Ils croyaient sincèrement qu'ils détenaient tout le pouvoir dans notre dynamique. Ils pensaient que mon amour pour eux était une faiblesse qu'ils pouvaient exploiter pour toujours. Ils ne réalisaient pas que la fille qui pleurait autrefois dans sa chambre, suppliant leur affection, était partie. La femme assise dans cette suite d'hôtel était une propriétaire d'entreprise impitoyable qui venait de couper légalement leur artère principale de survie. Vanessa devant supplier ses amis de payer son brunch était un minuscule inconvénient comparé à ce qui allait suivre. J'ai fini mon café et me suis approché de la fenêtre. En regardant en bas les rues animées de la ville, je me demandais si Tran était déjà en route pour récupérer sa femme abandonnée et quel genre de voiture il conduirait en arrivant. J'ai découvert plus tard exactement comment le reste de cette matinée s'était déroulé pour ma sœur. Les détails étaient trop juteux pour que ses amis les gardent secrets, et en quelques heures, les ragots s'étaient répandus dans tout notre cercle social. Après que j'ai raccroché sur elle, Vanessa a dû retourner à sa table avec des yeux rouges et une lèvre tremblante. Elle s'est assise et a forcé un sourire serré, essayant d'agir comme si rien n'allait mal. Quand le serveur est revenu à la table, elle a dû s'éclaircir la gorge et dire à ses amis Morgan et Taylor qu'il y avait une retenue de sécurité sur son compte. Elle a menti effrontément, disant que Tran avait fait de gros transferts internationaux pour sa nouvelle start-up de crypto, et que cela avait signalé le département de fraude de la banque. C'était une excuse pathétique, mais ses amis ont hoché poliment la tête en sirotant leur boisson coûteuse. Morgan a fini par payer toute la facture, mais la dynamique du déjeuner avait changé de manière permanente. Vanessa n'était plus le centre d'attention riche. Elle était soudainement un cas de charité qui ne pouvait pas se permettre de payer son propre petit déjeuner. Elle a pressé ses amis de sortir du restaurant voulant échapper à l'embarras suffocant de la terrasse. Elle voulait juste monter dans sa voiture de luxe et partir pour pouvoir appeler Tran et lui hurler dessus en privé. Mais alors que les trois femmes sortaient sur le trottoir ensoleillé, un bruit mécanique de broyage fort a résonné dans le parking haut de gamme. Vanessa s'est arrêtée net, laissant tomber son sac à main de designer directement sur le béton du pavé. Un gros camion de remorquage jaune était reculé directement vers son Range Rover blanc immaculé. Les crochets métalliques lourds étaient déjà fixés à l'essieu avant, et le levier hydraulique soulevait lentement les roues avant du sol.
Vanessa a sprinté à travers le parking, hurlant à plein poumon, faisant un spectacle absolu d'elle-même. Elle a hurlé au chauffeur du camion de remorquage, lui disant de poser sa voiture immédiatement. Elle lui a dit qu'il faisait une énorme erreur et que son mari allait poursuivre la société de remorquage en faillite totale. Le chauffeur était un grand homme portant un gilet de sécurité néon, et il n'a même pas bronché à ses menaces. Il a simplement continué à actionner les leviers métalliques sur le côté de son camion, ignorant complètement sa crise agressive. Vanessa a essayé de se placer physiquement entre le camion de remorquage et le Range Rover, franchissant une ligne dangereuse. C'est exactement à ce moment que deux policiers sont sortis de derrière une voiture de patrouille garée à proximité. J'avais spécifiquement demandé une présence policière quand j'ai appelé la société de récupération d'actifs, sachant exactement à quel point ma sœur pouvait être volatile et privilégiée quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Le policier le plus grand a levé la main et a ordonné sévèrement à Vanessa de reculer sur le trottoir loin de la machinerie lourde. Elle a immédiatement essayé d'utiliser son statut d'église et sa fausse richesse pour intimider les officiers. Elle a pointé son doigt parfaitement manucuré au visage de l'officier, hurlant qu'il violait ses droits civils et permettait à un criminel de voler sa propriété privée. L'officier est resté parfaitement calme et professionnel. Il a sorti un porte-bloc métallique et a demandé son identification. Elle a pratiquement craché son nom sur lui, lui disant qu'elle était Vanessa et que le véhicule de luxe lui appartenait exclusivement. L'officier a regardé ses documents officiels puis l'a regardé à nouveau. Il a parlé assez fort pour que ses deux amis debout sur le trottoir entendent chaque mot de la douloureuse vérité. Il lui a dit que l'immatriculation du véhicule, la police d'assurance et l'accord de financement étaient tous légalement au nom de Sydney. Il a dit que le propriétaire légal avait explicitement signalé le véhicule comme étant conduit par un conducteur non autorisé et avait légalement dépêché l'équipe de récupération pour réclamer l'actif. Vanessa est devenue complètement pâle. Le sang a quitté son visage alors que la réalité de la situation s'écrasait sur son ego. Elle a bégayé et balbutié, essayant de dire que j'étais sa sœur et que c'était juste un gros malentendu familial. Mais le policier a secoué la tête, mettant fin à la conversation. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de malentendu parce que le propriétaire légal avait explicitement révoqué ses privilèges de conduite plus tôt ce matin. Il l'a averti que si elle continuait à interférer avec la récupération légale du véhicule, il la mettrait en menottes et l'arrêterait pour conduite désordonnée. Ses deux amis, Morgan et Taylor, se tenaient sur le trottoir, regardant toute la scène pathétique se dérouler avec des yeux écarquillés. Elles se sont chuchotées l'une à l'autre, couvrant leur bouche pour cacher leur choc et leur amusement. La grande illusion était complètement brisée en plein jour. Elles ont réalisé que Vanessa ne possédait pas réellement la voiture de luxe dont elle adorait se vanter chaque week-end. Elles ont réalisé qu'elle n'était pas une jeune épouse riche soutenue par un mari de finances hautement réussi. Elle était juste une femme adulte qui dépendait entièrement de sa sœur aînée pour payer ses factures. Et maintenant cette sœur l'avait enfin coupée. Le chauffeur du camion de remorquage a fini de fixer les épaisses sangles jaunes et est monté dans la cabine de son camion. Le lourd moteur diesel a rugi à la vie, et le camion est lentement sorti du parking, traînant le beau Range Rover blanc derrière lui. Vanessa est restée au milieu de l'espace de parking vide, complètement vaincue. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle regardait sa principale source de statut social disparaître dans la rue animée. Elle s'est retournée vers ses amis, espérant un peu de sympathie ou un trajet à la maison. Mais elles ont soudainement eu l'air très mal à l'aise debout à côté d'elle. Elles ont fait de rapides excuses maladroites sur le besoin de retourner au travail et se sont dépêchées vers leur propre voiture, laissant Vanessa entièrement seule dans le parking du restaurant. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a appelé Tran, le suppliant de venir la chercher. Cela lui a pris presque 40 minutes pour arriver, et quand il a enfin tourné dans le parking, c'était le moment ultime de couronnement de son humiliation sociale. Tran n'est pas arrivé dans une voiture de sport élégante ou une berline de luxe. Il est arrivé en conduisant la vieille berline bleue fanée de mon père Calvin avec une énorme bosse sur la porte latérale et une courroie de ventilateur grinçante bruyante qui résonnait sur le pavé. Vanessa a dû endurer la honte de monter sur le siège passager de cette voiture bruyante et embarrassante pendant que les clients du restaurant et les voituriers regardaient depuis la terrasse. La fausse réalité sur laquelle ils avaient construit tout leur mariage s'effondrait en temps réel, juste devant les gens qu'ils voulaient impressionner le plus. Ils sont partis dans un silence en colère et suffocant, se dirigeant vers la maison qu'ils pensaient être la leur, complètement inconscients que leur cauchemar ne faisait que commencer. Le trajet de retour à la maison dans la berline bleue grinçante était suffocant. Vanessa a pleuré tout le chemin, se plaignant amèrement de la façon dont ses amis l'avaient regardée quand le camion de remorquage est parti.
Elle a essuyé son maquillage taché et a exigé que Tran règle la situation immédiatement. Tran a serré le volant fermement, mais il ne pensait pas à son brunch ruiné. Son esprit courait parce que sa propre bouée de sauvetage financière venait d'être coupée. L'allocation secrète que j'avais fournie était partie et les cartes de crédit étaient mortes. Il avait besoin d'une infusion massive d'argent pour maintenir son faux style de vie et financer ses investissements échoués. Il a regardé sa femme en pleurs et a réalisé que son humiliation publique était l'arme parfaite pour manipuler mes parents. Ils sont entrés dans l'allée et Vanessa a ouvert la portière de la voiture avant même que le véhicule ne soit au point mort. Elle a couru en haut des marches avant et a fait irruption par la porte d'entrée. Ma mère, Brenda, était assise sur le canapé du salon à boire du thé pendant que mon père Calvin regardait un tournoi de golf sur sa grande télévision. Vanessa s'est jetée sur le sol juste au pied de ma mère et a commencé à hurler bruyamment. Brenda a immédiatement laissé tomber sa tasse de thé et a tiré Vanessa dans ses bras, demandant qui lui avait fait du mal. Tran est entré par la porte quelques secondes plus tard, portant une expression soigneusement fabriquée de profonde inquiétude. Vanessa a sangloté de manière incontrôlable en leur racontant une version complètement tordue de ce qui s'était passé au restaurant. Elle ne leur a pas dit que sa carte de crédit avait été refusée ou qu'elle ne pouvait pas payer sa propre facture. Elle a prétendu qu'elle essayait simplement de profiter d'un déjeuner calme quand j'ai malicieusement envoyé la police pour l'attaquer et voler sa voiture. Elle a complètement omis le fait que j'étais la propriétaire légale du véhicule et que j'avais fait chaque paiement dessus pendant les 2 dernières années. Elle s'est peinte comme la victime impuissante d'une sœur aînée profondément jalouse et vindicative. Elle a pleuré dans l'épaule de ma mère, disant que j'essayais de détruire son mariage et d'embarrasser la famille devant tout leur cercle social. Brenda a caressé les cheveux de Vanessa et a fixé le mur du regard. Elle m'a appelé un monstre et a dit que j'étais morte pour elle. Calvin s'est levé de son fauteuil en cuir, son visage devenant rouge de rage absolue. Il a fait les 100 pas sur le tapis coûteux, parlant de la façon dont il aurait dû me mettre dehors de la maison il y a des années. Il a dit que j'étais une ratée toxique qui ne pouvait pas supporter de voir sa jeune sœur prospérer. Il a fulminé sur la façon dont j'essayais intentionnellement de ruiner son bon nom dans la communauté de l'Église. C'était exactement le moment que Tran attendait. Il s'est avancé et a placé une main réconfortante sur l'épaule de Calvin, jouant le rôle du beau-fils protecteur. Il a utilisé sa voix la plus calme et la plus autoritaire. Il a dit à Calvin qu'il ne pouvait pas me laisser m'en tirer avec ce genre de manque de respect. Il a dit que mes actions étaient une attaque directe contre l'autorité de Calvin en tant que chef de famille. Tran a dit que Vanessa méritait bien mieux que d'être intimidée par une sœur amère qui n'avait rien pour elle. Puis Tran a lentement introduit son plan maître. Il a rappelé à Calvin que la belle maison dans laquelle il se tenait était entièrement payée. Il a suggéré que Calvin prenne une ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre la propriété pour générer un peu de capital liquide immédiat. Tran a utilisé des mots à la mode financier compliqués, se faisant sonner incroyablement intelligent et réussi. Il a dit à Calvin que les gens riches ne laissent pas leurs actifs rester inactifs. Ils les utilisent pour créer plus de richesses. Tran a promis que si Calvin allait à la banque et obtenait un prêt de 300 000 $, il pourrait résoudre tous leurs problèmes d'un coup. Il a dit qu'il prendrait 50 000 $ et achèterait à Vanessa un tout nouveau véhicule de luxe en espèces. Il a promis que ce serait une voiture plus belle que celle que j'avais prise, et qu'il mettrait le titre exclusivement à son nom afin que je ne puisse jamais y toucher à nouveau. Le reste de l'argent, a-t-il prétendu, serait injecté directement dans son algorithme propriétaire de trading de crypto-monnaies. Tran a regardé mon père droit dans les yeux et a promis de doubler l'argent dans les 6 mois. Il a dit qu'il rembourserait entièrement le prêt bancaire et laisserait la famille avec un profit massif pour sécuriser leur retraite. Mon père était complètement aveuglé par son désir de maintenir son image riche. Il avait aussi une confiance absolue et inébranlable en son beau-fils blanc, croyant que Tran était intrinsèquement plus intelligent en matière d'argent que quiconque dans la famille simplement à cause de la façon confiante dont il parlait. Calvin a accepté le plan sans un seul moment d'hésitation. Il a serré la main de Tran et l'a appelé un vrai visionnaire. Brenda a souri chaleureusement et a essuyé les larmes des joues de Vanessa, lui disant qu'elle allait avoir une belle nouvelle voiture d'ici la fin de la semaine. Ils se sont tous assis ensemble dans le salon à célébrer leur brillante stratégie financière. Ils étaient si aveuglés par leur propre avidité et arrogance qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils tendaient leur propre piège. Ils croyaient fermement qu'ils prenaient le contrôle de leur destin et me montraient qu'ils n'avaient pas besoin de mon aide. Ils étaient complètement inconscients qu'ils planifiaient d'entrer dans une banque et d'essayer d'emprunter de l'argent contre une maison qui m'appartenait légalement. Tran s'est excusé du salon, laissant ma famille se réconforter mutuellement.
Il a marché dans le couloir et est entré dans mon ancienne chambre, l'espace qu'il était censé transformer en un énorme bureau à domicile. La chambre était vide maintenant, à l'exception du matelas haut de gamme et des rideaux personnalisés que j'avais laissés derrière. Mais Tran ne pensait pas à des meubles de bureau ou à des plans d'affaires. Il a rapidement verrouillé la porte de la chambre derrière lui et a sorti un téléphone jetable de son sac de sport. Ses mains tremblaient alors qu'il composait un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais enregistré. La vérité sur la start-up de crypto de Tran était bien plus sombre que d'être simplement un faux projet de vanité. Il ne perdait pas seulement de l'argent sur le marché boursier. Il avait activement emprunté 50 000 $ à des personnes très dangereuses pour financer un investissement offshore louche qui avait complètement disparu du jour au lendemain. Pendant les 6 derniers mois, il avait utilisé l'allocation secrète que je donnais à Vanessa pour payer l'intérêt mensuel minimum afin d'empêcher ces hommes de se présenter à la maison. Mais maintenant que ma carte de crédit d'entreprise était morte, son filet de sécurité était complètement parti. Les hommes à qui il devait de l'argent ne se souciaient pas de son faux persona de génie financier. Il ne se souciait que de l'argent liquide, et il lui avait donné jusqu'au vendredi pour produire le montant total, plus une énorme pénalité. La ligne a sonné 2 fois avant qu'une voix profonde et rugueuse ne réponde à l'autre bout. Tran a immédiatement abandonné son ton confiant, et sa voix s'est brisée de pur désespoir. Il a supplié l'homme au téléphone de lui accorder juste quelques jours de plus, promettant qu'une énorme infusion d'argent arrivait. Il a juré sur sa vie que son beau-père allait contracter un énorme prêt sur valeur domiciliaire contre une propriété entièrement payée. Il a promis de remettre 80 000 $ en espèces non traçables d'ici la fin de la semaine. L'homme au téléphone a simplement ri d'un son froid et terrifiant. Il a dit à Tran que si l'argent n'était pas dans ses mains vendredi après-midi, il allait venir à la maison et le prendre sur le bien-être physique de Tran. La ligne s'est éteinte, laissant Tran fixer le mur dans une sueur froide. Tran a pris quelques profondes respirations pour se composer. Il s'est regardé dans le miroir, pratiquant son sourire calme et autoritaire. Il avait besoin de s'assurer que Calvin avançait aussi vite que possible pour faire approuver ce prêt. Il est retourné dans le salon où mes parents planaient encore sur Vanessa. Tran s'est assis lourdement dans un fauteuil, se frottant le front pour avoir l'air épuisé mais déterminé. Il a regardé Calvin et a dit qu'il devait bouger de manière agressive. Tran a commencé à jeter plus de jargon financier, parlant de taux d'intérêt et de pièges de liquidité. Il a dit à Calvin que parce que le marché du logement changeait, ils avaient besoin de verrouiller la ligne de crédit sur valeur domiciliaire immédiatement avant que les banques ne resserrent leurs critères de prêt. Il s'est penché en avant et a utilisé l'arme ultime contre mon père, sa fierté. Tran a rappelé à Calvin que le gala annuel de l'église arrivait ce week-end. Il a souligné que s'il n'avait pas une nouvelle voiture de luxe garée dans l'allée pour Vanessa, toute la congrégation commencerait à poser des questions. Il a peint un tableau des autres diacres colportant des ragots sur la stabilité financière de Calvin et remettant en question son leadership à l'église. La posture de Calvin s'est immédiatement raidie à la pensée de perdre la face devant ses pairs. Son statut de diacre riche était la chose la plus importante de sa vie. Il a regardé Tran et a hoché vigoureusement la tête, acceptant qu'il ne pouvait permettre à aucune rumeur de commencer. Brenda est intervenue, disant qu'elle refusait de laisser ses amis penser que notre famille luttait juste parce que j'avais décidé d'agir. Tran les a assurés qu'il avait un contact à la succursale locale de la banque, un agent de prêt qu'il avait rencontré lors d'un événement de réseautage, qui lui devait une faveur. Il a prétendu que cette connexion pouvait accélérer l'approbation du prêt et avoir l'argent déposé sur leur compte dans les 48 heures. C'était un mensonge complet. Bien sûr, Tran venait de googler la succursale bancaire la plus proche pendant qu'il était dans la chambre, mais il savait que Calvin et Brenda ne remettraient jamais en question ses méthodes. Ils étaient si désespérés de croire en son succès qu'ils ont avalé chaque mot qu'il disait. Calvin s'est levé et a tapoté l'épaule de Tran, le remerciant de prendre les choses en main pour la famille en temps de crise. Il a dit à Brenda d'aller à l'étage et de préparer son meilleur costume parce qu'ils allaient à la banque le lendemain matin même. Vanessa a enfin arrêté de pleurer et a essuyé ses yeux, demandant à Tran si elle pouvait choisir la couleur exacte de sa nouvelle voiture. Tran a souri chaleureusement et lui a promis qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Ils se sont tous tenus ensemble dans le salon, se sentant victorieux et unis. Ils étaient convaincus qu'ils me surpassaient en intelligence, prenant le contrôle de leur destin financier sans avoir besoin de mon aide. Ils ne réalisaient pas que la maison contre laquelle ils planifiaient d'emprunter n'était pas un actif qu'ils possédaient. C'était une bombe à retardement. Ils construisaient activement une maison de cartes sur une fondation de ma propriété,
et ils étaient sur le point de remettre le détonateur directement à un agent bancaire qui avait une obligation légale de vérifier l'acte. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel de luxe à des kilomètres de là, complètement inconsciente de leur plan. Mais sachant parfaitement bien que le piège qu'ils tendaient ne ferait que se refermer sur eux. Le lendemain matin, ma famille s'est réveillée avec un nouveau sens d'arrogance déterminée. C'était mardi, mais ils se sont habillés comme si c'était dimanche de Pâques. Calvin a mis son costume bleu marine sur mesure, celui qu'il réservait habituellement pour parler au pupitre de l'église. Il a poli ses chaussures en cuir jusqu'à ce qu'elles reflètent son ego gonflé. Brenda a passé 2 heures à appliquer son maquillage et à coiffer ses cheveux, portant une robe en soie et son collier de perles préféré. Elle voulait s'assurer que chaque caissier dans le bâtiment savait qu'elle était une femme de haut statut social. Vanessa, malgré le fait que son véhicule de luxe ait été saisi il y a moins de 24 heures, a réussi à trouver un sac à main de designer et une paire de lunettes de soleil surdimensionnées pour compléter son costume de femme au foyer riche. Tran portait son uniforme de finance typique composé d'une chemise à boutons blanches impeccable et d'un gilet en polaire sombre, espérant avoir l'air d'un jeune capital risqueur. Ils se sont entassés dans la vieille berline bleue grinçante de mon père. Le trajet vers la banque était rempli de bavardages excités sur la façon dont ils allaient dépenser l'argent. Vanessa parcourait déjà les sites web de concessionnaires automobiles sur son téléphone, choisissant les caractéristiques intérieures exactes qu'elle voulait pour son nouveau SUV de luxe. Tran était assis sur le siège avant à hocher la tête pendant qu'il calculait secrètement à quelle vitesse il pourrait virer les 80 000 $ à ses requins solitaires avant son délai du vendredi. Calvin conduisait avec un sourire suffisant sur le visage, complètement convaincu qu'il était le brillant patriarche menant sa famille vers la richesse générationnelle. Ils sont arrivés à la plus grande succursale du centre-ville de la Premier National Bank. Calvin a garé la vieille berline loin de l'entrée, espérant que personne ne les verrait en sortir. Ils sont entrés par les lourdes doubles portes en verre de la banque en formation serrée comme la royauté entrant dans une salle du trône. Calvin a immédiatement contourné la ligne régulière de clients attendant les caissiers. Il s'est dirigé directement vers le bureau de réception principal où une jeune employée tapait sur son ordinateur. Il s'est éclairci la gorge bruyamment, exigeant son attention immédiate. Il n'a pas demandé de rendez-vous. Il a simplement annoncé que le diacre Calvin et sa famille étaient là pour obtenir une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire et qu'il devait parler à un agent de prêt senior tout de suite. La réceptionniste a cligné des yeux de surprise à son ton exigeant. Elle a poliment demandé s'ils avaient programmé une réunion. Tran s'est avancé, appuyant son coude sur le comptoir en marbre, essayant d'utiliser son privilège blanc pour intimider la jeune travailleuse. Il a affiché un sourire condescendant et lui a dit que les clients à haut patrimoine net n'ont pas besoin d'attendre en ligne. Il a prétendu avoir une relation personnelle avec le directeur régional et a fortement suggéré qu'elle trouve un agent de prêt exécutif avant de perdre son emploi. La réceptionniste, clairement mal à l'aise, a pris son téléphone de bureau et a passé un appel discret. Quelques minutes plus tard, un homme habillé avec élégance dans la quarantaine avancée est sorti d'un bureau d'angle en verre. Son badge nominatif indiquait « Monsieur Evans, directeur senior de prêt ». Il a tendu la main à Calvin, se présentant et s'excusant pour l'attente. Calvin lui a serré la main fermement, gonflant sa poitrine. Il a présenté Tran comme son beau-fils et conseiller financier principal, s'assurant de souligner le mot conseiller. Monsieur Evans leur a fait signe de le suivre jusqu'à son bureau privé. Le bureau vitré était exactement le genre d'environnement que mon père sentait qu'il méritait. Il a pris le fauteuil en cuir le plus confortable en face du lourd bureau en acajou. Brenda s'est assise à côté de lui, croisant les jambes avec élégance. Tran et Vanessa ont pris les 2 chaises restantes. Monsieur Evans s'est assis derrière son ordinateur, leur offrant de l'eau en bouteille, qu'ils ont tous refusé. Il a demandé comment ils pouvaient aider la famille avec leurs objectifs financiers aujourd'hui. Tran a immédiatement pris le contrôle de la conversation. Il s'est penché en avant, entrelaçant ses doigts, posant ses coudes sur ses genoux. Il a commencé à utiliser une quantité ridicule de jargon financier qui n'avait absolument aucun sens dans le contexte d'un simple prêt sur valeur domiciliaire. Il a parlé de l'utilisation d'actifs immobiliers stagnants pour maximiser la liquidité crypto et de la couverture contre l'inflation du marché traditionnel. Il a parlé incroyablement vite, espérant confondre Monsieur Evans pour qu'il accepte simplement. Tran a annoncé fièrement qu'ils avaient besoin d'une ligne de crédit de 300 000 $ tirée contre la résidence principale de Calvin pour financer un véhicule d'investissement propriétaire. Monsieur Evans a hoché lentement la tête, tapant des informations dans son ordinateur.
Il a regardé par-dessus ses lunettes Calvin et a demandé l'adresse exacte de la propriété pour commencer le processus d'évaluation préliminaire. Calvin a souri largement, récitant l'adresse de la grande maison coloniale en briques qu'il pensait posséder. Il s'est adossé à sa chaise et a commencé à se vanter. Il a dit à l'agent de prêt que la maison se trouvait sur un énorme double lot dans le quartier le plus exclusif de la ville. Il a déclaré fièrement que la propriété était complètement payée et n'avait pas un seul centime de dette attachée. Il a parlé de la façon dont il avait parfaitement entretenu la maison et de la façon dont il était un pilier respecté de la communauté de l'église. Brenda est intervenue, ajoutant qu'ils avaient récemment complètement rénové la chambre d'amis à l'étage, en faisant un bureau à domicile à la pointe de la technologie pour Tran. Elle a intentionnellement omis la partie où ils avaient jeté leur propre fille dans la rue pour que cela arrive. Vanessa a vérifié son reflet sur l'écran de son téléphone, agissant incroyablement ennuyée par tout le processus. Elle supposait que c'était juste une simple formalité et qu'il sortirait avec un chèque dans 10 minutes. Calvin a croisé les mains sur son ventre et a adressé à M. Evans un regard condescendant. Il a dit à l'agent de prêt qu'ils étaient un peu pressés aujourd'hui. Il a dit qu'ils avaient des achats de voitures à faire et des investissements importants à finaliser. Il a exigé que M. Evans accélère le processus d'approbation et vire les fonds directement sur le compte d'affaires de Tran d'ici le lendemain matin. Ils sont tous restés assis là à se baigner dans leur propre gloire fabriquée. Ils se sentaient puissants et intouchables. Ils m'avaient complètement rayé de leur vie et avançaient joyeusement avec leur plan maître. Ils ont souri à l'agent de prêt, attendant qu'ils louent leur brillance financière et leur remettent l'argent. Monsieur Evans a tourné son attention vers ses 2 moniteurs d'ordinateur. Il a tapé l'adresse de la maison dans la base de données sécurisée des propriétés de la banque. Le petit bureau en verre était calme sauf pour le son de son clavier cliquant. Ma famille s'est adossée à leur fauteuil en cuir en échangeant des sourires confiants. Ils s'attendaient pleinement à ce qu'ils se retournent et les félicitent pour leur énorme équité immobilière. Mais alors que la base de données chargeait, le sourire professionnel sur le visage de M. Evans a lentement disparu. Il s'est penché plus près de l'écran, plissant les yeux comme s'il lisait mal le texte. Il a cliqué sa souris quelques fois de plus, sortant les dossiers fiscaux officiels du comté pour vérifier ce que le système interne de la banque lui disait. Calvin a remarqué le changement soudain dans le comportement de l'agent de prêt. Il s'est penché en avant, ajustant sa veste de costume sur mesure, et a demandé s'il y avait un problème avec la connexion Internet. Il a ri nerveusement, disant que parfois ces systèmes informatiques peuvent être un peu lents pour enregistrer les actifs de haute valeur pour les clients riches. Monsieur Evans n'a pas ri. Il a pris une profonde inspiration et a lentement enlevé ses lunettes de lecture. Il a regardé directement mon père avec un mélange de confusion professionnelle et de profonde pitié. Il a lentement tourné son lourd moniteur d'ordinateur pour qu'il soit face à ma famille. Il a pointé son stylo vers la section mise en évidence de l'acte de propriété officiel. Il a dit à mon père qu'il devait y avoir une sorte d'énorme malentendu. Il a dit, « Monsieur Calvin, vous ne pouvez pas contracter un prêt sur valeur domiciliaire contre cette propriété. » Il a expliqué d'une voix très calme et claire que selon le registre fédéral, Calvin n'était pas le propriétaire légal de la maison et ne l'avait pas été depuis plus de 4 ans. L'air dans le bureau en verre est devenu incroyablement épais et suffocant. Calvin a laissé échapper un rire forcé bruyant, se tapant le genou, essayant de balayer cela comme une simple erreur administrative. Il a dit à M. Evans que l'ordinateur était cassé. Il a déclaré bruyamment qu'il avait acheté cette maison il y a 20 ans et avait payé l'hypothèque avec son propre argent durement gagné. Il a exigé que M. Evans rafraîchisse la page, appelle le service technique et arrête de jouer avec son temps. Mais M. Evans est resté complètement sérieux. Il n'a pas touché le clavier. À la place, il a sorti un deuxième document sur l'écran et a agrandi le texte. C'était le dossier public de saisie d'il y a 4 ans. M. Evans a lu le document légal à voix haute à toute la pièce. Il a déclaré que la propriété avait été saisie par le prêteur hypothécaire principal en raison d'un défaut de paiement grave et d'énormes dettes impayées. Il a continué en expliquant que la maison avait été immédiatement achetée lors d'une vente aux enchères privées de saisie par une firme immobilière commerciale appelée Apex Holdings. M. Evans a regardé Calvin droit dans les yeux et a délivré le coup final écrasant. Il a dit à mon père que lui et sa famille étaient simplement listés comme locataires vivant sur la propriété sous un accord de location verbale informel. Il a dit qu'il n'avait absolument aucune équité, aucune propriété et aucun droit légal d'utiliser la propriété comme garantie pour tout type de prêt financier. Le silence qui a suivi était assourdissant.
C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles. La mâchoire de ma mère s'est ouverte et elle a fixé l'écran d'ordinateur lumineux, incapable de traiter les mots qu'elle entendait. Elle a regardé Calvin, les yeux écarquillés, avec une panique absolue et une trahison. Brenda avait passé les 4 dernières années à se vanter auprès des femmes à l'église de sa belle maison payée. Elle avait organisé d'innombrables groupes d'études bibliques et dîners du dimanche, agissant supérieure à tout le monde parce qu'elle pensait qu'il possédait la plus grande maison du quartier. Maintenant elle était assise dans un bureau de banque en apprenant que son mari avait secrètement perdu leur maison par saisie et qu'ils vivaient essentiellement comme des cas de charité. Brenda a attrapé le bras de Calvin et a exigé de savoir de quoi parlait l'agent de prêt. Elle lui a demandé s'il lui avait menti sur le paiement de la maison. Calvin est devenu complètement pâle. Sa poitrine se soulevait alors qu'il fixait les mots Apex Holdings sur l'écran. Il savait exactement ce qui s'était passé il y a 4 ans, mais il avait enterré les souvenirs si profondément dans son énorme ego qu'il croyait presque ses propres mensonges. Il savait qu'il avait secrètement perdu leur argent d'hypothèque au jeu, et il savait que j'étais intervenu pour les sauver. Mais il ne connaissait jamais le nom de l'entité légale que j'avais utilisée pour acheter la maison. Il supposait simplement que j'avais payé sa dette et remis la maison à son nom parce qu'il se sentait en droit à mon argent. Tran est resté complètement figé dans sa chaise. La couleur a quitté son visage alors que la réalité brutale de la situation le frappait comme un train de marchandises. Il ne se souciait pas de la fierté de mes parents ou de leur situation de vie embarrassante. Il ne se souciait que des 300 000 $ dont il avait désespérément besoin pour survivre. Sans la maison, il n'y avait pas de garantie. Sans garantie, il n'y avait pas de prêt bancaire. Et sans le prêt bancaire, il allait devoir affronter les hommes dangereux qui avaient promis de lui briser les jambes vendredi après-midi. Il a commencé à respirer lourdement, tirant sur le col serré de sa chemise blanche coûteuse. Son faux persona de capital risqueur a fondu, laissant derrière un homme terrifié qui devait une dette massive aux mauvaises personnes. Vanessa avait simplement l'air ennuyée par le retard. Elle a croisé les bras sur sa poitrine et a demandé à Tran ce que tout cela signifiait. Elle s'est plainte qu'il perdait du temps et a demandé quand ils allaient partir pour aller au concessionnaire de voitures de luxe. Elle était complètement inconsciente du fait que toute sa réalité s'effondrait autour d'elle. Elle ne comprenait pas ce que saisie ou locataire signifiait. Elle voulait juste son nouveau véhicule de luxe blanc et elle le voulait aujourd'hui. Calvin a claqué son lourd poing sur le bureau en acajou, faisant trembler les stylos et les bouteilles d'eau gratuites. Il a hurlé sur Monsieur Evans, le traitant de menteur et de terrible employé de banque. Il a dit que la banque essayait de voler sa terre et qu'il allait appeler ses puissants avocats pour poursuivre toute la succursale en justice. Il a essayé de maintenir son persona de diacre autoritaire, mais sa voix tremblait de manière incontrôlable. L'image forte de patriarche riche qu'il avait construite toute sa vie s'est instantanément brisée en 1 million de petits morceaux. Il était un fraudeur complet, et maintenant sa femme, sa fille et son précieux beau-fils le savaient. Il n'avait absolument plus rien derrière quoi se cacher. Monsieur Evans n'a pas discuté avec mon père. Il est resté patiemment assis derrière son bureau, regardant Calvin hurler et pointer du doigt. L'agent de prêt avait vu des gens réagir à la ruine financière auparavant, mais c'était un tout nouveau niveau de délire. Alors que Calvin continuait sa tirade déchaînée sur l'appel à ses avocats, une petite machine sur le coin du bureau en acajou a commencé à biper. C'était le télécopieur de bureau privé directement connecté au département juridique et de conformité de la banque. La machine a bourdonné et a tiré une feuille de papier blanche nette à travers ses rouleaux. M. Evans a levé la main, demandant à Calvin de se calmer juste un moment. Il s'est penché et a tiré le document frais du plateau. Il a scanné le texte rapidement et ses yeux se sont légèrement élargis de surprise. Il a regardé du papier à mon père puis à nouveau au papier. Il a dit à Calvin que parce que la banque avait initié une enquête de crédit dur et une recherche de titres formels sur une propriété commerciale, cela avait automatiquement déclenché une notification à l'entité légale qui possédait l'acte. M. Evans a dit que les représentants légaux d'Apex Holdings venaient de faxer un document urgent spécifiquement adressé aux occupants actuels de la maison. Calvin a arrêté de hurler. Il a respiré lourdement, sa poitrine se soulevant et tombant alors qu'il fixait la feuille de papier dans la main de l'agent de prêt. Il a exigé que Monsieur Evans le lui remette immédiatement, prétendant que c'était probablement juste une excuse administrative des vrais propriétaires. Monsieur Evans a glissé la seule feuille de papier sur le bureau en bois lisse. Calvin l'a saisie agressivement. Brenda s'est penchée par-dessus son épaule, son collier de perles cliquetant contre le bureau afin qu'elle puisse le lire en même temps.
Tran s'est penché en avant dans sa chaise, complètement terrifié par ce que le document pourrait dire. Vanessa regardait toujours son téléphone, complètement détachée de la réalité dévastatrice qui se déroulait autour d'elle. Le document était imprimé sur un en-tête officiel lourd. C'était un avis formel certifié de 30 jours pour quitter les lieux. Il déclarait en termes légaux absolus et explicites que l'accord de location informelle était officiellement terminé avec effet immédiat. Il exigeait explicitement que tous les occupants actuels retirent leurs effets personnels et quittent entièrement la propriété dans les 30 jours ou fassent face à une expulsion forcée immédiate par le département du shérif du comté. Il déclarait aussi que la propriété était dans les étapes finales d'une vente commerciale de plusieurs millions de dollars, et que tout dommage aux installations entraînerait de graves poursuites civiles contre les occupants. Brenda a laissé échapper un halètement aigu, couvrant sa bouche avec ses mains. La réalité de devenir sans-abri a frappé son persona de femme au foyer riche comme un coup physique. Mais Calvin ne regardait pas les termes d'expulsion. Ses yeux étaient collés au bas de la page où une signature noire en gras autorisait tout le document. Il a fixé le nom imprimé sous la ligne de signature. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que le papier a cliqueté dans le bureau calme. Il a cligné plusieurs fois des yeux essayant de se convaincre qu'il hallucinait. Il a lu le nom à voix haute, sa voix se brisant et tremblant. Sydney, directrice générale d'Apex Holdings. Le nom a flotté dans l'air comme un nuage empoisonné. Pendant quelques secondes, personne n'a respiré. Puis Brenda a arraché le papier de ses mains et a fixé la signature elle-même. Elle a laissé échapper un hurlement horrible de désespoir absolu. Elle a enfin compris l'ampleur de son erreur. La fille paresseuse qu'elle venait de jeter dans la rue était en fait une propriétaire immobilière de plusieurs millions de dollars. La fille qu'elle rabaissait constamment était la seule raison pour laquelle elle n'avait pas vécu dans un petit appartement pendant les 4 dernières années. Elle a réalisé avec une certitude écrasante que j'étais le propriétaire fantôme qui leur avait permis de vivre leur faux style de vie luxueux et que maintenant je tirais complètement la prise. Le visage de Calvin a pris une teinte dangereuse de violet. Le choc s'est rapidement transformé en une rage violente et incontrôlable. Il a froissé le papier dans son poing et l'a jeté sur Monsieur Evans. Il a commencé à hurler à plein poumon, agissant comme un fou complet. Il a crié que j'étais une enfant mauvaise et ingrate qui lui avait volé sa propriété par tromperie. Il a refusé d'accepter que j'avais réellement sauvé de sa propre faillite de jeu. Son énorme ego a tordu la vérité, le convainquant que j'avais d'une manière ou d'une autre trompé la banque et volé son héritage. Il s'est levé et a donné un coup de pied au fauteuil en cuir, l'envoyant s'écraser contre le mur en verre du bureau. Tran est resté figé dans une horreur absolue. La réalisation l'a complètement envahi. Je n'étais pas juste une employée d'entreprise qui avait été licenciée. J'étais la force financière silencieuse derrière toute la famille. Il a enfin compris pourquoi Vanessa avait toujours de l'argent et pourquoi les cartes de crédit étaient soudainement gelées. Il a réalisé que j'étais celle qui finançait son faux style de vie de capital risqueur tout le long. Et maintenant il était assis dans une banque sans garantie, avec un beau-père inutile, et un délai du vendredi avec des requins solitaires violents. Sa respiration est devenue superficielle et rapide alors qu'une attaque de panique totale s'installait. Il a serré les accoudoirs de sa chaise, fixant le sol d'un regard vide, sachant que sa vie était essentiellement finie. Vanessa a enfin levé les yeux de son téléphone, surprise par le son de la chaise heurtant le verre. Elle a regardé son père hurlant et sa mère en pleurs. Elle a froncé les sourcils de confusion et a demandé si cela signifiait qu'elle n'allait pas avoir son nouveau Range Rover aujourd'hui. Elle s'est plainte que ses amis s'attendaient à la voir dans une nouvelle voiture de luxe demain. Son manque total de conscience face à la destruction complète de la famille était absolument stupéfiant. Elle ne comprenait pas qu'elle était à 30 jours de vivre dans la rue. Le tumulte dans le bureau était si bruyant que M. Evans a dû appuyer sur le bouton d'alarme silencieux sous son bureau. 2 grands gardes de sécurité habillés d'uniformes sombres sont rapidement entrés dans le bureau en verre. Ils ont ordonné sévèrement à Calvin de s'éloigner du bureau et ont ordonné à toute la famille de quitter les lieux immédiatement. Calvin a essayé de discuter, pointant du doigt les gardes et menaçant de les faire licencier, mais ils l'ont simplement attrapé par les bras et l'ont physiquement escorté hors de la pièce. Brenda les a suivis derrière, sanglotant de manière incontrôlable, sa robe en soie et son collier de perles ayant maintenant l'air complètement ridicule contre son visage taché de larmes. Tran a attrapé Vanessa par le bras et l'a tirée de sa chaise, la traînant pratiquement hors de la banque. Ils ont été paradés à travers le hall principal devant des dizaines de clients et de caissiers qui les fixaient. Le puissant diacre riche et sa famille parfaite ont été publiquement humiliés, jetés hors du bâtiment comme des criminels ordinaires.
Ils sont sortis dans la lumière vive du soleil, complètement brisés. Ils ont dû endurer la marche agonisante de la honte tout le chemin jusqu'au bout du parking où la vieille berline bleue de Calvin les attendait. La grande illusion était morte, et ils étaient enfin forcés de faire face à la réalité que j'avais protégée d'eux pendant des années. Le trajet de retour de la banque était complètement silencieux pendant les 10 premières minutes. La lourde réalité suffocante de leur situation pesait sur eux tous. Calvin serrait le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches, il refusait de regarder sa femme ou sa fille. Il était complètement consumé par un mélange toxique d'humiliation et de rage aveuglante. Brenda fixait la fenêtre passager, son visage taché de maquillage ruiné. Elle calculait déjà à quelle vitesse les ragots se répandraient si les caissiers de la banque disaient à quelqu'un dans leur cercle social à propos de l'avis d'expulsion. Sur le siège arrière, Tran vibrait pratiquement d'anxiété. Il a sorti son téléphone jetable et a fixé l'écran vide, sachant que les hommes dangereux à qui il devait de l'argent attendaient une mise à jour qu'il n'avait pas. Vanessa boudait simplement avec les bras croisés, se plaignant que les sièges de la vieille berline sentaient la poussière. Quand ils ont enfin tourné dans l'allée de la maison qu'ils ne possédaient plus, Calvin a claqué la voiture au point mort et est entré en marchant. Il n'est pas allé à son fauteuil inclinable en cuir pour bouder. Il est allé directement à sa table de salle à manger en acajou et a claqué son poing contre le bois poli. Il a déclaré bruyamment qu'il n'allait pas laisser une enfant irrespectueuse voler son héritage. Son énorme ego ne pouvait tout simplement pas traiter le fait que j'étais la propriétaire légitime de la propriété. Dans son esprit tordu, j'avais d'une manière ou d'une autre manipulé le système légal pour le voler de sa richesse durement gagnée. Il a dit à Brenda qu'il n'allait pas emballer une seule boîte. Il a dit qu'ils allaient riposter et me remettre à ma place une fois pour toutes. Brenda est entrée dans la salle à manger, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Elle a rappelé à Calvin que la loi n'était pas de leur côté. Elle a dit que l'avis d'expulsion était légalement contraignant et que la banque avait déjà confirmé que j'étais la directrice générale de la firme immobilière commerciale. Mais Calvin a violemment secoué la tête. Il a dit que la loi n'importait pas quand on avait le haut moral. Il s'est tourné vers Brenda et lui a rappelé le gala annuel de l'église qui arrivait ce samedi. C'était le plus grand événement social de l'année pour leur congrégation. Calvin était programmé pour donner la prière d'ouverture et Brenda était la tête du comité d'hospitalité. Les yeux de Calvin se sont illuminés d'une énergie sombre et manipulatrice. Il a dit à sa famille que j'avais toujours été faible quand il s'agissait de l'opinion publique. Il leur a rappelé à quel point je désirais leur approbation et à quel point je respectais les anciens de l'Église. Il a dit qu'ils allaient utiliser le gala comme le piège ultime. Son plan était incroyablement sinistre et reposait entièrement sur le chantage émotionnel. Il a décidé qu'il m'inviterait au gala en prétendant qu'il voulait s'excuser publiquement et se réconcilier en tant que famille. Il me donnerait un siège d'honneur à la table avant juste à côté du pasteur Thomas pour me faire sentir importante. Tran s'est appuyé contre le mur de la salle à manger, écoutant attentivement. Son esprit désespéré s'est accroché au plan de Calvin comme à un radeau de sauvetage. Il a demandé à Calvin comment une excuse allait lui obtenir les 300 000 $ dont il avait besoin d'ici vendredi après-midi. Calvin a affiché un sourire froid et calculateur. Il a dit que l'excuse était juste l'appât. Il prévoyait d'attendre jusqu'à ce que le dîner principal soit servi et que toute la congrégation de 500 personnes soit assise et écoute. Puis Calvin prendrait le micro et jouerait la victime ultime. Il dirait à toute l'église que j'avais secrètement acheté la maison sous leur nez et que j'essayais maintenant d'expulser mes parents vieillissants pour faire un profit rapide. Brenda a légèrement haleté, mais ensuite un sourire maléfique s'est répandu sur son visage. Elle comprenait complètement la mission. Elle savait que la communauté de l'Église valorisait l'honneur de son père et de sa mère au-dessus de presque tout. Si Calvin exposait ma supposée cruauté devant le pasteur et tous les diacres, la pression sociale serait absolument écrasante. Calvin prévoyait de faire rédiger par son avocat un simple acte de renonciation, transférant la propriété d'Apex Holdings à son nom personnel. Il avait l'intention de placer le document légal sur la table juste devant moi pendant que toute l'Église regardait, attendant que je prouve ma charité chrétienne et signe la maison pour eux pour sauver leur vie. Ils ont tous accepté que c'était un plan infaillible. Ils croyaient sincèrement que je m'effondrerais sous le poids de 500 regards déçus. Ils pensaient que la menace d'être excommunié et rejeté par la communauté me terrifierait au point de renoncer à mon actif de 2 millions de $. Vanessa a claqué des mains avec excitation, pensant que cela signifiait qu'elle aurait encore son véhicule de luxe la semaine prochaine. Tran a laissé échapper un énorme soupir de soulagement, pensant qu'il pouvait faire traîner ses requins solitaires jusqu'au lundi.
Une fois la maison sécurisée au nom de Calvin, puisque j'avais bloqué tous leurs numéros de téléphone, Brenda a dû trouver un autre moyen de livrer le piège. Elle s'est assise à son ordinateur et a tapé un long email émotionnel à mon adresse personnelle. Elle a rempli le message de culpabilité religieuse lourde et de fausses larmes. Elle a écrit que la famille était dévastée par le malentendu à la banque. Elle a prétendu que Calvin avait subi une petite frayeur de santé à cause du stress et qu'ils avaient réalisé que la famille était plus importante que la fierté. Elle m'a supplié d'assister au gala annuel de l'église samedi soir, disant qu'ils avaient réservé un siège spécial pour moi. Elle a promis que si je venais, ils arrangeraient tout et reconnaîtraient publiquement mon succès. J'étais assise sur le canapé en velours dans ma suite d'hôtel du centre-ville quand la notification d'email est apparue sur mon ordinateur portable. J'ai lu les mots dramatiques de ma mère et j'ai réellement ri à voix haute dans la pièce vide. La manipulation était si flagrante et désespérée, c'était presque insultant pour mon intelligence. Je savais exactement ce qu'ils essayaient de faire. Ils voulaient me traîner dans leur territoire où ils détenaient tout le pouvoir social. Ils voulaient utiliser le pasteur et la congrégation comme arme pour me forcer à la soumission. Je me suis adossé et j'ai fixé le skyline de la ville scintillante dehors par la fenêtre. Une partie de moi voulait simplement ignorer l'email et laisser le compte à rebours d'expulsion de 30 jours s'écouler. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait passé 29 ans à être réduite au silence et mise de côté, savait que simplement partir n'était pas suffisant. Ils avaient besoin d'être exposés complètement et définitivement. S'ils voulaient utiliser le gala de l'église pour faire une performance publique, j'étais plus que heureuse de les obliger. J'ai répondu à l'email de ma mère par une seule phrase confirmant ma présence. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et en ai sorti une petite clé USB argentée. J'ai commencé à la charger avec chaque pièce de preuve financière que j'avais collectée au fil des ans, me préparant à donner à ma famille exactement le genre d'attention publique qu'ils mendiaient. Le samedi soir est arrivé avec une brise fraîche du soir. La grande salle de bal de l'hôtel Downtown Plaza avait été complètement transformée pour le gala annuel de la fraternité. Ce n'était pas juste un simple dîner. C'était l'événement social le plus important de l'année pour notre communauté d'église. C'était une nuit où le statut était bruyamment affiché à travers des robes de designers extravagantes, des smokings sur mesure et la taille des chèques de dons remis aux anciens de l'église. Un groupe live jouait du jazz gospel doux dans le coin de la pièce, et d'énormes lustres en cristal projetaient une lueur dorée chaude sur les 50 tables rondes couvertes de lin blanc immaculé et de centres de table floraux coûteux. Mes parents étaient arrivés tôt pour s'assurer d'être vus par tous ceux qui comptaient. Ils avaient sécurisé la table numéro 1, juste à côté de la scène élevée où le pasteur Thomas et sa femme étaient assis. Calvin portait un smoking noir tout neuf qu'il ne pouvait définitivement pas se permettre. Brenda était drapée dans une lourde robe en velours émeraude et portait son collier de perles signature, affichant un énorme faux sourire pour quiconque passait devant leur table. Vanessa était assise à côté de sa mère portant une robe à sequins serrés et ayant l'air complètement misérable parce qu'elle avait été forcée de prendre un covoiturage public pour aller à l'hôtel au lieu d'arriver dans son SUV de luxe. Tran était assis à côté de Vanessa, ayant l'air complètement rigide et mal en point. Son visage était pâle et il transpirait abondamment. Il avait officiellement manqué son délai de vendredi après-midi avec les requins solitaires. Il savait qu'il était complètement à court de temps, et son seul espoir de sécurité physique était que mon père me force avec succès à signer la maison ce soir. Je suis arrivé à l'hôtel une heure complète après l'ouverture des portes, attendant intentionnellement jusqu'à ce que la salle de bal soit pleine. Je suis sorti de ma voiture noire premium et ai marché à travers le grand hall. Je ne portais pas les vêtements d'une femme au chômage vaincu. Je portais une robe de designer rouge rubis profond longue jusqu'au sol qui épousait parfaitement ma silhouette et tombait élégamment à mes pieds. Mes cheveux étaient professionnellement stylés en vagues douces, et je portais une paire de boucles d'oreilles pendantes en diamant qui captaient la lumière à chaque pas confiant que je faisais. Dans ma petite pochette élégante, je portais mon rouge à lèvres sombre préféré et la clé USB argentée qui contenait la destruction complète de ma famille. Quand les lourdes portes en bois de la salle de bal se sont ouvertes pour moi, l'atmosphère dans la pièce a changé presque instantanément. J'ai marché dans l'allée principale vers l'avant de la pièce avec la tête haute et les épaules tirées en arrière. Je me suis déplacé avec la confiance calme et détachée d'une femme qui possédait complètement sa réalité. Alors que je glissais devant les tables, la musique jazz douce semblait s'estomper en arrière-plan. Le murmure bas de conversation polie de dîner a rapidement été remplacé par des chuchotements bruyants et des têtes qui se tournaient. Dans notre communauté d'église, les ragots voyageaient plus vite que la vitesse de la lumière. Je savais que ma mère avait probablement passé les derniers jours à planter des graines de tromperie.
Elle avait probablement dit à son cercle de prière que je traversais une grave crise mentale ou que j'étais devenu dangereusement rebelle contre la famille. La congrégation s'attendait pleinement à ce que j'entre en ayant l'air honteuse et désespérée de la grâce de mes parents. À la place, j'avais l'air d'une directrice générale de plusieurs millions de dollars. J'ai vu des femmes plus âgées se pencher sur les tables, chuchotant derrière leurs mains manucurées pendant que je passais. J'ai vu les diacres se donner des coups de coude et pointer discrètement dans ma direction. J'ai enfin atteint la table numéro 1. Ma famille était assise ensemble ayant l'air d'un portrait parfaitement peint de valeurs traditionnelles. Mais alors que je m'arrêtais à la chaise vide qu'ils avaient réservée pour moi, l'illusion s'est fissurée. Calvin a serré le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues complètement blanches. Il a fixé ma robe coûteuse avec un regard de haine pure et non dilué. Il détestait que je n'ai pas l'air brisé. Il détestait que je ne me recroqueville pas de peur. Brenda a rapidement plaqué un faux sourire maternel sur son visage, mais ses yeux étaient froids et calculateurs. Elle s'est penchée sur la table et m'a dit dans un murmure agressif et étouffé qu'elle était si contente que j'ai décidé d'arrêter de fuir et d'affronter mes erreurs. Elle m'a dit de m'asseoir et de garder ma bouche fermée jusqu'à ce que le pasteur ait fini ses remarques d'ouverture. Je n'ai pas répondu à son salut condescendant. J'ai simplement tiré ma chaise et me suis assise, croisant les jambes avec élégance. J'ai regardé directement de l'autre côté de la table Bertrand. Il tapait nerveusement du pied contre la moquette, et ses yeux parcouraient la pièce comme s'il s'attendait à ce que les hommes à qui il devait de l'argent entrent par les portes de la salle de bal à tout moment. Il avait l'air absolument terrifié de sa propre ombre. Je lui ai offert un petit sourire entendu, et il a rapidement baissé les yeux sur son assiette de dîner vide, incapable de soutenir mon regard même pendant une seconde. Vanessa a fixé mes boucles d'oreilles en diamant et a levé les yeux au ciel, marmonnant dans sa barbe à propos de la façon dont j'essayais toujours de me montrer et de ruiner sa soirée. La tension à notre table était absolument suffocante. C'était un silence épais et lourd qui ressemblait exactement au calme juste avant qu'un énorme ouragan ne touche terre. Autour de nous, des centaines de personnes riaient, prenaient des photos et profitaient de leur soirée élégante, complètement inconscientes de la guerre absolue qui était sur le point de se dérouler à la table numéro 1. Des serveurs en chemise blanche impeccable ont commencé à se déplacer silencieusement à travers la pièce, versant de l'eau glacée et servant le premier plat du repas. Le tintement de lourdes fourchettes en argent contre de la porcelaine coûteuse a résonné dans la pièce. J'ai pris une lente gorgée de mon verre d'eau en cristal, scannant les visages des anciens de l'église assis aux tables adjacentes. C'étaient les hommes et les femmes qui m'avaient vu grandir. C'étaient les mêmes personnes qui avaient constamment loué Vanessa tout en ignorant complètement mes réalisations académiques et professionnelles. Ils étaient le public que mon père avait spécifiquement choisi pour assister à mon humiliation publique. Calvin s'est penché et a murmuré une menace dure dans sa barbe, me disant que je ferais mieux de signer les documents qu'il avait apportés où il s'assurerait que j'étais morte pour tout le monde dans cette pièce. J'ai simplement gardé les yeux sur la scène. Le pasteur Thomas s'est approché du pupitre en bois, tapotant le micro pour attirer l'attention de tout le monde. La salle de bal est immédiatement devenue silencieuse. Il a commencé sa prière d'ouverture en parlant d'une voix charismatique tonitruante sur l'importance de l'unité familiale, du respect et du pardon profond. J'ai regardé mon père fermer les yeux et hocher la tête aux mots du pasteur, ayant l'air de l'homme le plus dévot et saint dans la pièce. Calvin se préparait mentalement pour sa grande performance. Il attendait juste le moment parfait pour se lever, prendre le micro et jouer la victime ultime devant ses pairs. Il pensait vraiment qu'il m'avait parfaitement piégé dans un coin sans issue. Il n'avait aucune idée que j'étais juste assise là patiemment à attendre qu'il me passe le micro afin que je puisse brûler tout son faux royaume jusqu'au sol. Le pasteur Thomas a fini sa prière d'ouverture par un chœur d'amen résonnant à travers la grande salle de bal. Il a souri chaleureusement et a annoncé qu'il voulait inviter le diacre Calvin et sa merveilleuse femme Brenda sur la scène. Il a dit qu'il voulait partager un témoignage spécial sur les épreuves et les triomphes de l'amour familial. La congrégation a applaudi poliment alors que mes parents se levaient de la table numéro 1. Calvin a ajusté sa veste de smoking coûteuse et a placé une main de soutien sur le dos de ma mère, la guidant en haut des courtes marches en bois vers la scène élevée. Je suis resté parfaitement immobile, prenant une lente gorgée de mon eau glacée. Brenda est montée au pupitre en bois et a ajusté le micro. Elle a regardé par-dessus la mer de 500 visages et a laissé échapper un lourd soupir tremblant. C'était une masterclass en manipulation théâtrale. Elle a cligné rapidement des yeux, forçant des larmes ayant l'air genuines à monter dans ses yeux et à déborder sur ses joues soigneusement poudrées. La salle de bal est tombée complètement silencieuse.
Chaque personne était suspendue à chaque souffle, attendant d'entendre quelle tragédie avait frappé le bien-aimé diacre et sa famille. Brenda a commencé à parler d'une voix fragile et brisée. Elle a dit à l'église que sa famille traversait une période d'obscurité inimaginable et de guerre spirituelle. Elle a reniflé et tamponné ses yeux avec un mouchoir blanc. Elle a dit que pendant 29 ans, elle et Calvin avaient versé chaque once de leur amour et de leurs ressources pour élever 2 belles filles. Elle a parlé de la façon dont ils avaient toujours essayé de diriger par l'exemple chrétien, enseignant à leurs enfants les valeurs de la charité et du désintéressement. Puis elle a lentement tourné la tête et a pointé un doigt tremblant directement vers moi. Le projecteur semblait suivre son geste, m'illuminant dans ma robe de designer rouge. Brenda a sangloté dans le micro, disant à toute la congrégation que j'avais permis à l'avidité et à la jalousie de corrompre complètement mon âme. Elle a prétendu que j'avais secrètement créé une société écran malveillante pour manipuler le système légal et voler l'acte de la maison familiale. Elle a gémi bruyamment, disant que j'avais trompé mon père vieillissant quand il était vulnérable et que je l'avais volé de son héritage de toute une vie. La réaction dans la salle de bal a été instantanée et viscérale. De forts halètements ont éclaté des tables autour de moi. Je pouvais entendre des femmes plus âgées murmurer des prières de protection et des hommes chuchoter dans un choc absolu. Brenda ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est penchée plus près du micro et a peint un tableau de pure cruauté. Elle a dit à tout le monde que je n'étais pas juste satisfaite de voler la propriété, mais que j'avais officiellement servi des avis d'expulsion. Elle a pleuré que j'essayais de jeter mes propres parents et ma sœur innocente Vanessa dans la rue froide juste pour faire un profit rapide auprès d'un promoteur immobilier commercial. Elle a peint Vanessa comme une victime impuissante, prétendant que j'avais déjà malicieusement saisi son seul mode de transport par pure méchanceté. Elle a supplié la congrégation de prier pour mon âme parce qu'elle ne reconnaissait plus le monstre que sa fille aînée était devenue. La diabolisation publique était absolue et dévastatrice. Je n'étais plus un membre de leur communauté. Aux yeux des 500 personnes qui me fixaient, j'étais une traîtresse avide et vindicative qui détruisait une famille sainte. Les regards lourds des tables environnantes ressentaient comme des poids physiques pressant sur mes épaules. Des gens que je connaissais depuis l'école du dimanche me fixaient avec un dégoût ouvert. Quelques femmes à la table suivante ont même déplacé leur chaise pour se tourner loin de moi comme si ma présence était une maladie contagieuse. Ma mère s'est reculée du pupitre, enfouissant son visage dans l'épaule de Calvin pendant qu'il enroulait ses bras autour d'elle, jouant le rôle du patriarche stoïque au cœur brisé. C'était exactement le genre de voyage de culpabilité publique que Calvin avait conçu pour briser complètement mon esprit. C'est alors que Tran a décidé de faire son mouvement. Il a vu la foule se retourner contre moi et a ressenti une soudaine vague de confiance non méritée. Il s'est levé de la table numéro 1 et a marché autour de mon côté de la table. Il s'est tenu directement derrière ma chaise, planant sur moi pour utiliser sa taille physique comme une arme d'intimidation. Il a attrapé un micro sans fil du centre de la table et l'a allumé. Sa voix a résonné à travers les énormes haut-parleurs, amplifiant son ton condescendant. Tran a dit à la congrégation que en tant qu'homme de la maison, il avait tout essayé pour raisonner avec moi en privé. Il a menti effrontément, disant qu'il avait offert de me payer tout l'argent que je pensais qu'on me devait juste pour garder la famille ensemble. Il m'a regardé de haut, son visage tendu de colère, et m'a fait la leçon sur la charité chrétienne. Il a utilisé des mots comme pardon, devoir et obligation morale. Il a dit qu'un vrai chrétien ne prioriserait jamais un paiement immobilier sur la sécurité et la sûreté de sa propre chair et sang. Il a glissé la main dans son gilet en polaire sombre et en a sorti un document légal plié. C'était l'acte de renonciation que Calvin avait fait rédiger par son avocat plus tôt cette semaine. Tran a claqué le lourd papier sur la nappe blanche juste à côté de mon assiette de dîner. Il a placé un stylo argenté dessus. Il s'est penché si près que son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Son souffle sentait le café rassis et la pure panique. Il m'a dit à travers des dents serrées que j'avais une chance de réparer les choses aux yeux de Dieu et de la communauté. Il m'a ordonné de signer l'acte et de transférer la maison à mon père immédiatement. Toute la salle de bal a retenu son souffle collectif. 500 paires d'yeux étaient verrouillés sur moi, attendant de voir si je m'effondrerais sous l'immense pression. Ils s'attendaient pleinement à ce que j'éclate en larmes, prenne le stylo et signe mon actif de 2 millions de dollars juste pour échapper à la honte publique insupportable. Calvin et Brenda se tenaient sur la scène me regardant de haut avec des sourires victorieux cachés sous leurs expressions affligées. Vanessa souriait maintenant, supposant que la bataille était déjà gagnée. Tran se tenait au-dessus de mon épaule, respirant lourdement, attendant que je me rende.
J'ai regardé le document légal reposant sur la nappe blanche immaculée. J'ai regardé le stylo argenté. Puis j'ai lentement levé la tête et regardé autour de l'énorme salle de bal. J'ai vu le jugement, le dégoût et la certitude absolue dans leur visage. Ils croyaient vraiment au faux récit que mes parents avaient tissé. Ils pensaient qu'ils m'avaient avec succès acculé dans un coin où ma seule option était la soumission totale. J'ai senti un lent sourire calme se répandre sur mon visage. Je n'ai pas tendu la main vers le stylo. À la place, j'ai glissé la main dans ma petite pochette élégante et enroulé mes doigts autour de la clé USB argentée. Le temps de rester assise tranquillement et de protéger leur fierté fragile était officiellement terminé. Je me suis levé lentement de ma chaise, la poussant en arrière contre la moquette épaisse. Je n'ai pas regardé le lourd document légal que Tran avait claqué sur la table, et je n'ai certainement pas touché le stylo argenté. J'ai regardé Tran droit dans les yeux et j'ai vu son sourire confiant vaciller juste un peu. Puis je me suis retourné dos à la table numéro 1 et j'ai commencé à marcher dans l'allée centrale de la salle de bal. Toute la congrégation a laissé échapper un souffle collectif, pensant qu'il venait de témoigner de ma reddition totale. Ils supposaient que j'étais submergé par la honte publique et que je fuyais simplement la salle de bal en larmes. Je pouvais entendre ma mère, Brenda, laisser échapper un lourd soupir théâtral de soulagement dans son micro. Elle pensait probablement qu'elle avait remporté la victoire ultime et que je serais dans le hall à supplier son pardon. Mais je n'ai pas marché vers les lourdes portes de sortie en bois. À la place, j'ai marché avec détermination vers le coin arrière de la grande salle de bal où le poste de contrôle audio et visuel était installé. Le jeune technicien assis derrière l'énorme table de mixage a levé les yeux vers moi en confusion alors que je m'approchais. Il portait un casque et préparait les pistes d'accompagnement pour la performance du chœur de l'église programmée plus tard dans la soirée. Je n'ai pas demandé sa permission. J'ai tendu la main par-dessus sa table de mixage et j'ai tiré le câble d'affichage principal directement de son ordinateur portable. J'ai pris la petite clé USB argentée de ma pochette et l'ai branchée directement dans le port de présentation maître. Avant que le jeune technicien ne puisse même traiter ce qui se passait, j'ai rapidement tapé mon mot de passe et ouvert le seul dossier sur la clé. J'ai cliqué sur le premier fichier et j'ai appuyé sur le bouton de présentation. En un instant, les lumières chaudes et brillantes de la salle de bal se sont atténuées automatiquement alors que les deux énormes écrans projecteurs flanquant la scène principale s'animaient. Les écrans étaient censés afficher des images paisibles de colombes et de croix pendant le gala. À la place, ils ont projeté une image haute définition massive d'un document officiel de cour fédérale. Le texte était énorme et impossible à manquer. Tout en haut de l'écran en lettres noires en gras, il était écrit United States Bankruptcy Court. Et juste en dessous, dans un texte encore plus grand, était le nom Calvin. Le silence dans la pièce a été complètement brisé. Une vague de halètements bruyants a parcouru les centaines de personnes assises à leur table. J'ai tendu la main et pris le micro sans fil de secours reposant sur le bureau du technicien audio. Je l'ai allumé et ma voix a retenti clairement à travers les énormes haut-parleurs coupant à travers les chuchotements choqués. J'ai dit à toute la congrégation de regarder très attentivement les écrans. J'ai instruit les anciens de l'église assis au premier rang de sortir leurs lunettes de lecture et de vérifier le sceau officiel de la Cour fédérale. J'ai expliqué que ce qu'ils regardaient était la vérité absolue sur l'homme saint debout sur leur scène. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main et la diapositive a changé. Maintenant les énormes écrans affichaient une série de relevés bancaires mis en évidence et de recouvrements de dettes de casino d'il y a 4 ans. Les chiffres étaient absolument stupéfiants. J'ai parlé lentement et clairement, m'assurant que chaque syllabe résonnait parfaitement à travers la pièce calme. J'ai expliqué qu'il y a 4 ans, pendant que le diacre Calvin se tenait au pupitre à prêcher sur la responsabilité financière, il vidait secrètement les économies de sa famille pour payer d'énormes dettes de paris sportifs illégaux et de jeux. J'ai souligné les dates exactes sur l'écran montrant comment il avait secrètement hypothéqué la maison familiale à la limite absolue et avait ensuite complètement fait défaut sur chaque paiement tout en continuant à acheter des costumes sur mesure pour impressionner l'église. J'ai regardé vers la scène et j'ai vu le monde entier de mon père s'effondrer en temps réel. Calvin serrait les bords du pupitre en bois si fort que ses bras tremblaient visiblement. L'image fière de patriarche riche qu'il avait méticuleusement fabriquée pendant des décennies se désintégrait juste devant ses yeux. Il a ouvert la bouche pour parler pour offrir une sorte d'excuse charismatique, mais aucun mot n'est sorti. Le micro a simplement capté sa respiration lourde et paniquée. Brenda se tenait juste derrière lui, fixant les énormes écrans de projection avec une horreur absolue. Les fausses larmes sur son visage avaient complètement séché, remplacées par une terreur genuine et non diluée.
Elle avait passé les 4 dernières années à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que son mari était un brillant fournisseur financier, et maintenant toute l'Église regardait une preuve indéniable qu'il avait presque laissé sa famille sans abri. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Elle affichait l'avis officiel de saisie du prêteur principal, complet avec la date de l'enchère du comté programmé d'il y a 4 ans. J'ai parlé dans le micro, ma voix résonnant avec une autorité froide et régulière. J'ai dit à la congrégation que mes parents n'avaient pas perdu leur maison à cause d'un simple malentendu ou d'une mauvaise affaire. Ils l'avaient perdue parce que Calvin était un accro imprudent qui avait menti à tous ceux qui l'aimaient juste pour maintenir une illusion de richesse. J'ai expliqué que la seule raison pour laquelle il n'avait pas fini dans la rue il y a 4 ans était parce que la fille qu'il méprisait si ouvertement avait secrètement vidé son propre compte d'épargne pour les sortir d'affaires. J'ai mis le document final de la séquence sur l'écran. C'était l'accord d'achat original d'Apex Holdings, montrant le montant exact en dollars que j'avais payé en espèces pour arrêter l'enchère bancaire. J'ai mis en évidence la date, prouvant que la société écran dont ma mère venait de pleurer était en fait la chose même qui avait gardé un toit au-dessus de sa tête. J'ai dit aux centaines de personnes qui me fixaient que j'avais permis à mes parents de vivre dans ma maison complètement sans loyer pendant 4 ans afin qu'ils puissent maintenir leur précieux statut dans cette communauté. J'ai dit que j'avais protégé leur fierté fragile et porté leur lourd fardeau financier pendant qu'ils me traitaient comme si j'étais une ratée complète. La réaction de la communauté de l'Église a été absolument dévastatrice pour ma famille. Les mêmes diacres qui avaient hoché la tête avec la prière de Calvin quelques minutes plus tôt le fixaient maintenant avec un dégoût ouvert et secouaient la tête. Les femmes plus âgées qui avaient chuchoté sur mon manque de respect couvraient maintenant leur bouche de choc, réalisant qu'elles avaient été complètement trompées par Brenda et son faux persona portant des perles. Vanessa était assise à la table numéro 1, ayant l'air complètement confuse et embarrassée alors que les gens aux tables voisines se tournaient pour la fixer. Tran était figé dans sa chaise, transpirant à travers sa chemise, réalisant que la destruction publique de son beau-père riche signifiait que sa propre ruine financière était totalement garantie. Toute la fondation de leur statut social a été complètement oblitérée en quelques minutes. Ils n'étaient plus les piliers riches et respectables de la communauté de l'Église. Ils étaient exposés comme d'énormes fraudeurs qui dépendaient entièrement de la charité silencieuse de la fille qu'ils venaient d'essayer de détruire publiquement. Je me tenais à l'arrière de la pièce tenant le micro et regardant la destruction glorieuse de leurs mensonges soigneusement construits, sachant que je ne faisais que commencer. J'ai cliqué sur la télécommande de présentation une fois de plus, et les énormes écrans au-dessus de la scène ont changé pour un nouvel ensemble de documents. La congrégation s'est penchée plus près, essayant de donner un sens au texte lumineux et aux captures d'écran numériques maintenant affichées devant eux. J'ai parlé dans le micro, ma voix complètement dépourvue de toute sympathie. J'ai dit à la foule que l'homme qu'ils connaissaient tous comme un brillant investisseur financier n'était en réalité rien de plus qu'un escroc désespéré. J'ai pointé directement vers Tran, qui se recroquevillait maintenant physiquement dans sa chaise à la table numéro 1, essayant de cacher son visage des centaines d'yeux qui le fixaient. J'ai expliqué que les messages textes sur l'écran avaient été téléchargés directement du téléphone jetable secret de Tran. J'ai lu les messages à voix haute, m'assurant que tout le monde dans la pièce entendait le ton pathétique et désespéré qu'il utilisait quand il suppliait ses requins solitaires pour plus de temps. J'ai exposé le fait que sa supposée start-up de crypto-monnaie n'avait jamais généré un seul dollar de revenus et qu'il avait activement emprunté 50 000 $ à des criminels violents pour financer son faux style de vie riche. Les chuchotements dans la salle de bal se sont transformés en halètements bruyants d'horreur. Les membres plus âgés de la congrégation ont serré leur poitrine, réalisant qu'ils avaient permis à un escroc dangereux d'entrer dans leur communauté sacrée. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai dirigé l'attention de tout le monde vers les messages textes spécifiques que Tran avait envoyés hier après-midi. J'ai lu les mots exacts qu'il avait tapés où il promettait à ses requins solitaires qu'il manipulait son beau-père idiot pour contracter un énorme prêt sur valeur domiciliaire contre une propriété entièrement payée. J'ai expliqué le plan maître de Tran à toute la pièce. Je leur ai dit qu'il avait l'intention d'utiliser la maison de mes parents comme garantie pour voler 300 000 $ à la banque, rembourser ses dettes illégales et laisser ma famille faire face à une deuxième saisie dévastatrice pendant qu'il s'en sortirait propre. Mon père, Calvin, a tourné la tête si vite que j'ai cru que son cou allait se briser. Il a fixé Tran avec un regard de trahison purement homicide. Le sauveur blanc beau-fils qu'il avait pratiquement adoré, l'homme qu'il avait choisi au-dessus de sa propre chair et sang, avait planifié de le détruire entièrement. Calvin a réalisé que Tran ne le respectait pas du tout et ne le voyait que comme une cible naïve. Vanessa a enfin laissé tomber son téléphone sur la table, sa mâchoire pendante dans un choc absolu. La réalité que son mari n'était pas un millionnaire,
mais une énorme responsabilité qui avait mis leur sécurité physique en danger a finalement brisé son petit monde délirant. Elle a regardé Tran, attendant qu'il le nie, mais il a simplement continué à fixer ses chaussures en suant froidement. La destruction de leur fausse réalité était belle à regarder, mais j'avais une dernière pièce de preuve dévastatrice à présenter. J'ai cliqué sur la télécommande pour la dernière fois. Les écrans projecteurs ont clignoté et un seul document net est apparu. C'était un reçu officiel de virement bancaire. Le montant imprimé en encre noire lourde au centre de l'écran était impossible à mal lire. 2,7 millions de dollars. Toute la salle de bal est devenue complètement silencieuse à nouveau. Même la respiration dans la pièce semblait s'arrêter. Le nombre était si grand qu'il ne se calculait simplement pas pour des gens qui avaient passé la dernière heure à me juger comme une ratée amère au chômage. J'ai pris une profonde inspiration et laissé ma voix porter à travers la pièce silencieuse en résonnant contre les hauts plafonds et les lustres en cristal. J'ai regardé directement ma mère qui se tenait toujours figée sur la scène. Je lui ai dit que je ne lui avais pas servi d'avis d'expulsion parce que je me sentais mesquine ou vindicative. J'ai dit que je ne les mettais pas dehors juste pour les punir de leur cruauté, bien qu'ils le méritent certainement. J'ai expliqué que je menais simplement une transaction commerciale hautement rentable. J'ai dit à la congrégation que le grand terrain sur lequel mes parents vivaient avait été rezonné pour un usage commercial plus tôt cette année. J'ai annoncé que j'avais officiellement vendu toute la propriété à un promoteur immobilier commercial de luxe et que le paiement de 2,7 millions de dollars avait été crédité sur mon compte bancaire d'entreprise ce matin même. J'ai regardé mon père, Calvin, qui serrait maintenant sa poitrine comme s'il faisait une vraie crise cardiaque. Je lui ai dit que la maison qu'il aimait tant, la coloniale en briques qu'il utilisait pour se sentir supérieur à tout le monde, n'appartenait plus à notre famille. J'ai dit que le promoteur avait déjà obtenu les permis de démolition de la ville. J'ai parlé lentement, laissant la finalité de mes mots s'enfoncer dans son esprit arrogant. Je lui ai dit que les bulldozers étaient programmés pour arriver le 1er du mois prochain et qu'il réduirait son précieux héritage à un tas de poussière et de décombres. J'ai dit à ma famille qu'ils avaient exactement 30 jours pour emballer quels que soient les effets bon marché qu'ils possédaient réellement et quitter ma propriété avant l'arrivée des boules de démolition. Je leur ai rappelé que sans mon soutien financier et sans la maison à utiliser comme fausse garantie, ils allaient enfin devoir vivre dans la réalité qu'ils avaient créée pour eux-mêmes. J'ai dit que j'espérais que Tran apprécierait son nouveau bureau à domicile dans quel que soit le bas appartement à faible revenu qu'ils pourraient gratter ensemble. Le silence qui a suivi ma dernière annonce était plus lourd que tout ce que j'avais jamais vécu. Il n'y avait plus de jugement dirigé vers moi. La congrégation était simplement émerveillée par le changement absolu de pouvoir qui venait de se produire. Ils avaient regardé une jeune femme qu'ils avaient sous-estimée complètement démonter la famille la plus arrogante de leur église en n'utilisant rien d'autre que la froide vérité dure et une piste papier indéniable. J'ai abaissé le micro et l'ai placé doucement sur le bureau du technicien audio. Je n'ai pas attendu de réponse de la scène ou de la table numéro 1. J'ai simplement tourné le dos et suis sorti de la grande salle de bal, mes talons cliquetant doucement contre le sol en marbre, les laissant tous derrière dans les décombres de leur propre création. Même avant que les lourdes portes en bois de la salle de bal ne se ferment complètement derrière moi, je pouvais entendre l'explosion absolue de chaos éclater à l'intérieur. Le silence stupéfait qui a suivi mon départ n'a duré que quelques secondes avant que toute la pièce n'éclate en cris et murmures en colère. Je ne suis pas resté pour regarder le bain de sang, mais le jeune technicien audio, qui était si impressionné par ma présentation, a fini par enregistrer tout l'après-coup et me l'a envoyé plus tard cette nuit. Le fichier audio était la chose la plus satisfaisante que j'avais jamais écoutée de toute ma vie. Dès que je suis sorti de vue, le pasteur Thomas a marché lentement sur la scène et a pris le micro que j'avais laissé derrière. Sa voix charismatique tonitruante avait disparu, remplacée par un ton de fureur juste absolue. Il a regardé mon père, qui serrait encore sa poitrine et haletait lourdement. Le pasteur n'a pas offert de grâce, et il n'a pas offert une prière pour ma famille. Il a publiquement condamné Calvin juste là devant toute la congrégation. Il a dit à Calvin qu'utiliser le pupitre sacré pour mentir à sa communauté et manipuler son propre enfant était un péché impardonnable. Il a exigé que Calvin démissionne immédiatement de sa position de diacre et lui a ordonné de quitter la propriété de l'église pour toujours. Calvin a essayé de se défendre. Sa voix s'est brisée alors qu'il hurlait dans la foule en essayant de prétendre que les documents sur les énormes écrans projecteurs étaient falsifiés et que je travaillais avec le diable pour détruire son bon nom. Mais personne ne l'écoutait plus. Les hommes plus âgés qui avaient l'habitude de lui serrer la main et de lui demander des conseils lui tournaient maintenant le dos avec dégoût. Les femmes qui admiraient Brenda se moquaient maintenant ouvertement d'elle,
lui disant qu'elle était une fraude. Puis les méchants ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Brenda a réalisé que son statut social était complètement ruiné pour toujours. Le faux persona portant des perles qu'elle avait passé des décennies à construire était mort, et elle avait désespérément besoin de quelqu'un à blâmer. Elle s'est tournée vers Calvin et a commencé à frapper sa poitrine avec ses poings, hurlant contre lui pour ses dettes de jeu secrètes. Elle a gémi qu'il l'avait humiliée et détruit sa vie. Elle a complètement ignoré le fait qu'elle était celle qui venait de se tenir sur la scène et de mentir effrontément à propos de moi à 500 personnes. Elle ne se souciait que d'elle-même. Et maintenant que Calvin ne pouvait plus fournir l'illusion de richesse et de pouvoir, elle le regardait avec une haine absolue. Pendant que mes parents se déchiraient devant toute l'église, Tran calculait silencieusement sa propre survie. Il était encore assis à la table numéro 1, paralysé par une terreur pure. La couleur avait complètement quitté son visage, et son gilet en polaire sombre était trempé de sueur. Il savait que les 2,7 millions de dollars étaient complètement hors de portée. Il savait que la maison était partie et qu'il ne restait absolument aucune équité à voler. Le plus important, il savait qu'il avait officiellement manqué son délai du vendredi avec les dangereux requins solitaires. Il n'avait plus rien à leur offrir, et il savait qu'ils allaient venir le chercher pour lui briser les jambes très bientôt. Tran a regardé sa femme, Vanessa, qui faisait actuellement une énorme crise de colère. Elle tapait des pieds et hurlait sur nos parents, exigeant de savoir comment ils allaient lui acheter le nouveau véhicule de luxe qu'ils lui avaient promis. Elle était si complètement détachée de la réalité qu'elle pensait encore qu'elle allait avoir une voiture pendant que sa famille était expulsée et publiquement excommuniée. Tran a réalisé à ce moment exact que Vanessa n'était pas une épouse riche. Elle était une responsabilité gâtée et inutile qui n'avait absolument rien à lui offrir. Il ne l'aimait pas, et il ne voulait certainement pas la traîner avec lui pendant qu'il fuyait des criminels violents. Le lien parasitaire entre eux s'est brisé en un instant. Pendant que Vanessa était distraite, hurlant sur Brenda, Tran s'est silencieusement levé de la table. Il n'a pas dit un seul mot à sa femme. Il n'a pas dit au revoir à ses beaux-parents. Il s'est simplement retourné et a rapidement marché vers la sortie de service arrière de la grande salle de bal, gardant la tête baissée afin que personne ne remarque qu'il partait. Il a poussé les portes battantes dans la cuisine de l'hôtel et a disparu dans la nuit. Il a laissé sa voiture dans le parking et a simplement couru, laissant Vanessa complètement seule pour faire face aux décombres. Il a fallu environ 10 minutes à Vanessa pour réaliser que son mari manquait. Elle a arrêté de hurler sur ma mère et a regardé autour des chaises vides à la table numéro 1. Elle a commencé à appeler le nom de Tran, supposant qu'il était juste allé aux toilettes ou au bar pour prendre un verre. Quand il n'a pas répondu, elle a sorti son téléphone et a essayé de l'appeler, mais la ligne est immédiatement allée directement sur la messagerie vocale. Son téléphone jetable était déjà éteint et jeté dans une poubelle quelque part en ville. Vanessa a paniqué et a couru dans le hall principal, sa robe à sequins scintillant sous les lumières dures de l'hôtel. Elle a agressivement demandé au voiturier s'il avait vu un grand homme blanc en gilet en polaire sombre. Le voiturier l'a regardé avec pitié et lui a dit qu'il avait vu l'homme sprinter dans la rue loin de l'hôtel, regardant par-dessus son épaule comme s'il était poursuivi par un fantôme. La réalité l'a enfin frappé. Elle se tenait dans le hall d'un hôtel de luxe sans argent, sans carte de crédit, sans voiture, et maintenant sans mari. L'homme dont elle s'était vantée auprès de toutes ses amies, le supposé génie financier, l'avait abandonnée à la seconde où l'argent s'était tari. Elle s'est effondrée sur un canapé en velours du hall et a sangloté de manière incontrôlable, réalisant qu'elle dépendait entièrement de parents qui étaient maintenant complètement fauchés et sur le point d'être sans abri. À l'intérieur de la salle de bal, l'équipe de sécurité de l'église en avait enfin assez vu du match de cris entre Calvin et Brenda. 2 grands gardes de sécurité ont attrapé mes parents par les bras et les ont physiquement escortés hors du bâtiment. Ils sont sortis de l'hôtel dans l'air frais de la nuit, complètement brisés et humiliés. Ils ont trouvé Vanessa sanglotant hystériquement dans le hall, et les 3 ont dû se serrer dans la vieille berline bleue grinçante de Calvin pour rentrer à une maison qu'ils ne possédaient plus. Ils quittaient le gala non pas en tant que leader respecté, mais en tant que la plus grande disgrâce que l'Église ait jamais vue. Leur monde entier s'était effondré en moins d'1 heure, et il n'y avait absolument rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Ils récoltaient enfin exactement ce qu'ils avaient semé. Le délai de 30 jours est arrivé exactement comme promis. C'était un mardi matin chaud et humide, et la vaste maison coloniale en briques avait l'air complètement différente. Il n'y avait pas de voiture coûteuse garée dans l'allée. Le Range Rover blanc était parti depuis longtemps, et la vieille berline bleue avait été vendue à une casse juste pour payer les frais de déménagement. À la place,
Un camion de location jaune rouillé était au ralenti sur le béton, laissant une petite flaque d'huile sombre sur l'allée immaculée. La belle pelouse avant que mon père avait l'habitude d'observer obsessionnellement était déjà envahie de mauvaises herbes épaisses parce que la société de paysagisme avait annulé leur service des semaines plus tôt quand la facture finale était restée impayée. Le quartier était complètement calme, mais les rideaux des maisons adjacentes bougeaient définitivement. Les voisins riches que ma mère avait l'habitude d'inviter pour des fêtes de jardin coûteuses se tenaient maintenant dans leur salon climatisé à regarder la chute absolue de notre famille. Ils ont regardé Calvin, portant un t-shirt gris taché et un jean usé, lutter pour porter une lourde boîte en carton en bas des marches avant. Il transpirait abondamment, et son visage était tiré et pâle. Le diacre arrogant qui avait l'habitude de se pavaner dans des costumes sur mesure était maintenant réduit à faire son propre travail manuel parce qu'il ne pouvait même pas se permettre d'embaucher une société de déménagement locale bon marché. À l'intérieur de la maison vide et résonnante, Brenda essayait frénétiquement d'envelopper ses assiettes décoratives bon marché et fausses dans de vieux journaux. Elle pleurait doucement pour elle-même, murmurant à propos de la façon dont tout était injuste. L'électricité et l'eau avaient été officiellement coupées la nuit précédente, donc la maison était suffocamment chaude. Elle avait essayé de contacter ses amis du comité d'hospitalité de l'église, les suppliant de venir l'aider à emballer ou de leur offrir un endroit temporaire pour rester. Chaque appel téléphonique était allé directement sur la messagerie vocale. Toute la congrégation les avait complètement mis sur liste noire après que la vérité avait été révélée au gala. Brenda a été forcée de laisser derrière ses lourds rideaux en velours et l'énorme table de salle à manger parce que le petit appartement dans lequel il déménageait n'avait tout simplement pas la superficie pour contenir son faux style de vie luxueux. Vanessa était assise sur les marches du porche avant complètement inutile. Elle portait un pantalon de survêtement sale et ses cheveux blonds étaient tirés en un nœud désordonné. Elle pleurait hystériquement, essuyant son visage avec le dos de sa main sale, mais personne ne la réconfortait plus. Elle avait passé les 30 derniers jours à attendre que Tran revienne et la sauve, mais il était parti depuis longtemps. La police locale était en fait venue à la maison 2 fois à sa recherche concernant des dettes impayées et une fraude par virement suspecté, mais il avait complètement disparu sans laisser de traces. Vanessa a été forcée d'emballer ses vêtements et sacs à main de designer coûteux dans des sacs poubelles noirs bon marché exactement comme ceux que mon père avait jetés à mes pieds il y a juste un mois. La justice poétique de son emballage de toute sa vie dans des sacs poubelles était absolument parfaite. La réalité de leur nouvelle situation de vie les écrasait tous. Ils avaient cherché toute la ville pour un endroit décent où vivre. Mais avec l'historique de crédit ruiné de Calvin et zéro preuve de revenus stables, leurs options étaient incroyablement limitées. Ils ont été forcés de signer un bail de mois en mois pour un appartement exigu de 2 chambres dans un complexe délabré à la périphérie lointaine de la ville. Le bâtiment était connu pour avoir des tapis tachés, des lumières de couloir clignotantes et un énorme problème de lutte antiparasitaire. Calvin et Brenda devraient partager une petite chambre, tandis que Vanessa, l'ancienne enfant chérie qui exigeait un SUV de luxe, devrait dormir sur un matelas bon marché sur le sol de la 2e chambre. Ils devraient partager une seule petite salle de bain et garer leur camion de location rouillé dans la rue. Alors que Calvin chargeait le dernier sac poubelle noir à l'arrière du camion de location, la finalité de la situation l'a enfin brisé. Il s'est tenu dans l'allée vide à regarder la maison qu'il avait faussement revendiquée comme son héritage pendant des années. Sa fierté était complètement partie, remplacée par une pure panique de survie et un regret absolu. Il a sorti son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes. Il a regardé Brenda et Vanessa qui se tenaient près du camion ayant l'air épuisés et complètement vaincus par la vie. Calvin leur a dit qu'il allait essayer une dernière fois. Il a dit qu'il allait m'appeler et supplier mon pardon. Il a dit qu'il se mettrait à genoux et s'excuserait pour chaque chose terrible qu'il avait jamais faite si je les laissais juste rester dans un hôtel pour une semaine de plus. Brenda a hoché la tête désespérément, ses yeux écarquillés d'un faux espoir. Vanessa a arrêté de pleurer et a retenu son souffle, attendant un miracle de la sœur aînée qu'elle avait l'habitude de se moquer. Calvin a composé mon numéro de téléphone et a mis le téléphone sur haut-parleur afin qu'ils puissent tous entendre. Ils se sont tenus ensemble dans l'allée chaude, priant pour que ma voix réponde, mais ils n'ont pas entendu de sonnerie. À la place, une voix automatisée froide a résonné du petit haut-parleur. La voix a annoncé que le numéro qu'ils essayaient d'atteindre avait été déconnecté et n'était plus en service. Calvin a fixé l'écran de téléphone fissuré dans un absolu incrédulité. Il a appuyé sur le bouton de rappel encore et encore, mais le message automatisé s'est répété chaque fois, bloquant tout espoir qui leur restait. J'avais complètement effacé eux de ma vie. J'avais changé mon numéro de téléphone personnel,
fermé mes anciens comptes email et instruit mon équipe juridique d'entreprise de bloquer toute tentative de communication de leur part. Je ne voulais pas de leurs fausses excuses désespérées, et je ne voulais certainement pas une relation avec des gens qui ne me valorisaient que pour mon compte bancaire. La bouée de sauvetage financière et émotionnelle était définitivement coupée. Calvin a lentement abaissé le téléphone, ses épaules s'affaissant dans une défaite totale. Un lourd silence misérable est tombé sur les trois. Il n'y avait plus personne à blâmer et personne à manipuler. Ils sont silencieusement montés dans la cabine chaude et exiguë du camion de location jaune. Calvin a tourné la clé et le moteur bruyant a rugi à la vie, soufflant un nuage de fumée sombre. Alors qu'il reculait lentement de l'allée, un gros camion commercial blanc a tourné dans la rue en se garant juste devant la maison. Deux hommes en gilet néon sont sortis en portant de gros rouleaux de clôture en chaîne et de l'équipement de relevé. L'équipe de démolition était arrivée exactement à l'heure. Ma famille est partie dans leur camion de location, regardant dans les rétroviseurs les travailleurs commencer à installer les clôtures métalliques autour de la propriété, scellant leur ancienne vie pour toujours. Je ne suis pas allé à la propriété pour regarder la démolition. Je n'avais pas besoin de voir la maison physique démolie parce que la forteresse émotionnelle que ma famille avait construite autour de ma vie avait déjà été complètement nivelée. C'était exactement 2 semaines après qu'ils soient partis dans ce camion de location rouillé. J'étais assise dans mon tout nouveau bureau d'angle au dernier étage d'un beau bâtiment de gratte-ciel du centre-ville. La lumière du soleil du matin traversait les énormes fenêtres du sol au plafond, réchauffant le bureau moderne en acajou lisse devant moi. Mon avocat, Rachel, était assise en face de moi, portant un costume bleu marine net et un sourire brillant et genuine. Elle a glissé une épaisse pile de documents légaux sur le bois poli. Ce n'était pas un acte de renonciation ou un avis d'expulsion. C'était la paperasse d'acquisition finale pour ma société de logiciels de logistique de chaîne d'approvisionnement. Quand mon père avait l'habitude de me hurler dessus pour être paresseuse et me cacher derrière mon écran d'ordinateur, il n'avait absolument aucune idée de ce que je faisais réellement. Je ne perdais pas de temps. Je construisais discrètement une plateforme de logiciels en tant que service hautement évolutive. Je codais tard dans la nuit pendant que ma sœur se plaignait de ses ongles dans son véhicule de luxe. L'emploi d'entreprise que j'avais perdu tous ces mois plus tôt n'était qu'une étape, un endroit où j'avais appris les points de douleur de l'industrie avant de lancer ma propre solution. La fusion d'entreprises que nous finalisions aujourd'hui valait bien plus que l'accord immobilier qui avait complètement détruit ma famille. J'ai pris mon stylo argenté lourd préféré. Il ressemblait exactement au stylo que Tran avait claqué sur la nappe à la gala de l'église quand il s'attendait à ce que je rende ma vie à lui. Mais cette fois je ne signais pas mon pouvoir pour sauver des personnes ingrates. Je signais pour mon propre avenir indépendant. J'ai pressé la pointe du stylo sur le papier lourd et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée en fermant officiellement une fusion de plusieurs millions de dollars qui sécurisait ma liberté financière absolue pour le reste de ma vie. Rachel m'a chaleureusement félicité, emballant les documents signés dans sa mallette en cuir et est sortie du bureau pour déposer la paperasse finale. Je me suis levé de mon fauteuil en cuir et me suis approché des énormes fenêtres en verre regardant en bas les rues animées de la ville loin en dessous. Les voitures ressemblaient à de petits jouets se déplaçant à travers les canyons de béton. J'ai pris une profonde inspiration de l'air calme et climatisé. Pour la première fois dans mes 29 années de vie, mes épaules ne faisaient pas mal du lourd fardeau suffocant de porter des personnes parasites. J'ai pensé au traumatisme générationnel sombre qui avait empoisonné l'arbre généalogique de ma famille pendant des décennies. Mes parents croyaient fermement que parce qu'ils m'avaient donné la vie, je leur devais ma servitude financière inconditionnelle. Ils croyaient que la famille signifiait protéger l'enfant chéri aux dépens absolues du bouc émissaire. Ils exigeaient une loyauté aveugle, mais n'offraient absolument rien en retour. J'ai pensé à Vanessa se réveillant ce matin sur un matelas bon marché sur le sol d'un appartement infesté de cafards, se plaignant de la chaleur étouffante parce qu'il ne pouvait pas se permettre de payer la facture d'électricité. J'ai pensé à mon père, Calvin, assis dans un salon exigu, dépouillé de son titre prestigieux de diacre et de sa fausse richesse, forcé de confronter la dure réalité de ses propres échecs massifs. J'ai pensé à ma mère, Brenda, réalisant que ses amis superficiels de l'église ne se souciaient jamais réellement de sa personnalité. Elle ne se souciait que de la grande maison que j'avais secrètement achetée pour elle. Le moulin à ragots les avait complètement mâchés et recrachés. Et quant à Tran, les rumeurs disaient qu'il travaillait actuellement au service de nuit dans un drive-in de fast-food 2 villes plus loin, regardant constamment par-dessus son épaule, terrifié que les hommes à qui il devait de l'argent finissent par le retrouver. Ils avaient exigé absolument tout de moi et à la fin ils étaient laissés avec rien d'autre que leur propre compagnie misérable.
J'ai réalisé en me tenant là dans la lumière du soleil que mon succès ultime ne venait pas simplement de travailler plus dur ou de faire de meilleurs investissements. Mon vrai succès n'est arrivé que le moment même où j'ai arrêté d'essayer d'acheter l'amour de personnes complètement incapables de m'aimer. J'avais passé toute ma vie adulte à construire un beau filet de sécurité confortable pour une famille qui me pousserait volontiers du haut d'une falaise juste pour voir si le filet fonctionnait. Les couper était non pas un acte de vengeance mesquine. C'était un acte de survie pur et nécessaire. Le jour où mon père m'a jeté dehors de ma propre maison avec des sacs poubelles noirs était exactement le jour où il m'a complètement libéré. Il pensait qu'il jetait une ratée, mais il libérait en réalité une puissance. Je me suis détourné de la fenêtre brillante et suis retourné à mon bureau, prêt à commencer le prochain beau chapitre de ma vie, entièrement selon mes propres termes. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous vous saignez actuellement à blanc pour garder des membres toxiques de la famille à l'aise, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement exact qui vous a brisé. Vous ne pouvez pas acheter la loyauté genuine de personnes qui respectent intrinsèquement pas votre existence. Partager la même lignée sanguine ne donne à personne le droit de vous traiter comme un compte bancaire humain ou un sac de frappe émotionnel. Votre valeur n'est pas définie par combien d'abus vous pouvez tolérer au nom de la loyauté familiale. Avez-vous déjà dû marcher loin de membres toxiques de la famille pour protéger votre propre paix et santé mentale? Comment avez-vous trouvé l'incroyable force de finalement couper le cordon et de vous choisir vous-même? Veuillez partager vos histoires personnelles dans la section des commentaires ci-dessous parce que quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment pourrait avoir besoin du courage exact que vous avez déjà trouvé. Nous guérissons en partageant nos vérités et en exposant les ombres. Si mon parcours a résonné avec vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires authentiques sur la résilience, surmonter le traumatisme familial et reprendre votre pouvoir personnel. Partagez cette vidéo avec quiconque a besoin d'un fort rappel que marcher loin du poids mort est la forme ultime de soin de soi. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire et passé votre temps avec moi aujourd'hui. Souvenez-vous toujours que la famille que vous construisez autour de vous avec des limites fortes et un respect mutuel sera toujours plus forte que la famille qui exige votre sacrifice sans fin sans jamais offrir leur amour.